Bonjour, bonjour à tous. Excellences, mesdames, messieurs, bonjour, good morning, bonjour, bon dia. Bienvenue à cette 4e session conjointe du comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires et experts pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est, conjointement organisée par les bureaux sous-régionaux, autant pour moi, de la Commission économique pour l'Afrique qui vous accueille donc ce matin. Le thème de réflexion de cette session, qui se tient de manière exceptionnelle, comme vous le vivez en visioconférence, est investir dans les capacités de production et le commerce pour un avenir résilient. Et le cadre vient avec les priorités et engagements des gouvernements que vous représentez, les communautés économiques régionales et la commission, votre commission, la CEA. Ce matin, la réunion statutaire à laquelle vous prenez part, et nous tenons à saluer votre présence massive. Les voix les plus autorisées auront l'occasion de le mentionner tout à l'heure. Cette session est en visioconférence, mais de manière exceptionnelle, comme je le disais tantôt, se tient également sur un jour et un programme suffisamment allégé. Le programme de travail qui va donc ainsi être diffusé sur vos écrans est articulé autour de 2 sessions et de 2 articulations. La première articulation, c'est celle que nous vivons, c'est l'articulation qui se veut l'ouverture. La deuxième articulation étant la clôture. Au milieu des deux, nous avons 2 sessions, une session thématique sur les conditions socio-économiques et une session statutaire et également sur la présentation des rapports d'activité des 2 bureaux et les discussions qui vont émailler les différentes sessions. L'articulation présente, la première consacrée à l'ouverture, va être constituée de 3 prises de parole. La première, c'est de vous planter le décor en termes d'allocution de bienvenue. Elle est dite ou délivrée par le directeur du bureau sous-régional pour l'Afrique centrale de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, Dr Jean-Luc Mastaki, qui délivre cette allocution au nom du Dr Anand Morsi, secrétaire exécutif adjoint de la CEA. Par la suite, et le programme vous est présenté à votre écran. Par la suite, nous aurons les bureaux sortants du comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires et experts. Cette allocution sera dite par la délégation du Cameroun qui le fera au nom des 2 sous-régions. Nous constituerons ensuite le bureau de cette session du CIE et une fois que les consultations préalables qui ont été menées seront adoptées par les honorables délégués que vous êtes, le discours d'ouverture sera ainsi prononcé par le représentant de ce bureau, pour ne pas dire le président du dit bureau. Excellences, mesdames, messieurs, le programme va donc être exécuté. Nous allons inviter Dr Jean-Luc Mastaki, directeur du bureau sous-régional pour l'Afrique centrale de la CEA, à délivrer l'allocution de bienvenue. Merci, cher Roger, pour la facilitation. Je vais donc lire in extenso le speech de la secrétaire exécutive adjointe de la CEA, Madame Anand Morsi. Your Excellency and representative of the Minister of Economy, Finance, Debt, Participation, President of the outgoing bureaus of the Intergovernmental Committee of Senior distinguished senior officials and national experts, distinguished representative of the diplomatic corps, dear President Coordinator of the United Nations System, representatives of the private sector and civil society, dear guests, ladies and gentlemen, it is a great pleasure and honor to address you through the opening of the 4th joint session
of the Intergovernmental Committee of Senior Officials and Experts of Central and East Africa. I wish to begin by expressing on behalf of Mr. Claver Gatete, Executive Secretary of the ICSOE, our deepest appreciation to the government of the Republic of Gabon for agreeing to host and lead over the opening of the proceedings. My greetings and gratitude to you, ladies and gentlemen, senior officials and experts from Central and East Africa member states and regional institutions for the massive presence and the relevant expected contribution to the discussions of today. My heartfelt thanks to all my UN colleagues, resident coordinator and representatives, heads of agencies who have joined us during this session, as well as the heads of the international institutions represented here. Finally, I would like to thank my colleagues from our two sub-regional offices for Central and Eastern Africa for their hard work in organizing this meeting in its virtual form during this time where we are called for greater resilience from our organization as it celebrates its 80th anniversary. Resilience is the reason why we convene here today. The conclusion of the previous joint session of the Intergovernmental Committee of Senior Officials and Experts, member states from Central and East Africa recommended that ICSOE focus on economic resilience, domestic production, import substitution, and export promotion, as well as their role in promoting economic diversification. Hence our theme, investing in productive capacity and trade for a resilient future in Central and East Africa. Economic uncertainties are exacerbating an already fragile global outlook marked by fiscal constraints, geopolitical tensions, and unilateral trade measures, as well as escalating climate risks, thereby accentuating the economic vulnerability of developing countries, including those of Central and East Africa. The Productive Capacity Index, developed by the UN Conference on Trade and Development, provides a comprehensive picture to assess the productive strength and vulnerability of countries. When comparing the PCI across country groups in 2022, advanced economies recorded the highest average, well above the global average. Within Africa, Northern Africa and Southern Africa were the best performers, while Eastern Africa and Central Africa lagged behind. These two sub-regions fall below both the continental average and the scores of West Africa. The situation underscored the urgency to strengthen productive capacity to build more robust and resilient economies. Furthermore, the empirical evidence shows that developing productive capacity combined with greater trade integration supported by the African Continental Free Trade Area reduces dependence on external market and diversifies sources of growth. Your Excellency, ladies and gentlemen, strengthening long-term resilience
and reducing vulnerabilities in Central and Eastern Africa requires building on key pillars, including infrastructure, human capital, environmental sustainability, and technology, which are critical to achieving the Sustainable Development Goals. Sustainable development faces unprecedented headwinds at a time of rising debt, declining investments, shrinking aid, and escalating trade tensions. There is, however, reason for hope with the severe commitments adopted at the 4th International Conference on Financing for Development in Spain. The severe commitment is a comprehensive negotiated framework to help close the financing gap for the SDGs. With 5 years left to achieve the SDGs in increasingly uncertain time, the severe commitment echoes ECA's advocacy for catalyzing investment at scale for sustainable development, addressing the debt and the development crisis, and reforming the international financial architecture. I'm confident that we'll come up with practical recommendations that are context-specific to build more resilient economies that are able to withstand multiple external shocks. I wish to assure you that ECA will continue provide technical assistance and expertise to member states of East and Central Africa, and make sure recommendations arising from our discussion inform policy actions in our work program. I wish you every success in your discussion, and thank you very much for your kind attention. Thank you, Mr. Director. Je voudrais rappeler que l'interprétation est disponible sur votre plateforme. Il suffira de vous balader à travers les différents onglets proposés pour choisir la langue pour laquelle vous aurez une aisance de suivi de cette session statutaire. À la suite de votre mot, Monsieur le Directeur, qui rappelle les enjeux de cette session, nous invitons la délégation de la République du Cameroun pour le mot des bureaux sortants de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est. La délégation de la République du Cameroun, pouvez-vous prendre la parole? Qui devrait prendre la parole? Celui-là. Son nom. Hein? Oui. Il faut voir déjà s'il est promu comme parmi.
Une minute, s'il vous plaît. Nous sommes en train de vouloir donner la parole aux participants du Cameroun. Toutes nos excuses pour ce petit moment de flottement. Monsieur Biban Jérémy, nous sommes en train de vous promouvoir comme panéliste afin que vous puissiez aisément prendre la parole. C'est bon. Oui. Je pense que tout est réglé à présent. Monsieur Biban Jérémy, représentant de la délégation de la République du Cameroun, vous pouvez délivrer le mot des présidents sortants. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. La délégation du Cameroun est heureuse de vous retrouver ce matin dans le cadre de ce CIE. Je vais prendre la parole. Je m'appelle Biban Jérémy, je suis directeur de l'intégration régionale au ministère de l'économie. Je prends la parole au nom de l'Afrique centrale et de l'Est pour délivrer un message que nous avons concocté à cette occasion. Alors, qu'il me soit permis de vous souhaiter à tous la bienvenue, Madame la secrétaire exécutive adjointe de la CEA, distingués membres des bureaux du comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires, experts de l'Afrique centrale et de l'Est, et maintenant hauts fonctionnaires, experts de nos États membres, distingués invités, mesdames et messieurs, nos salutations chaleureuses à tous. C'est pour moi un réel plaisir, un agréable devoir de m'adresser à vous à l'occasion de l'ouverture des travaux de la 4e session conjointe du comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires experts de l'Afrique centrale et de l'Est de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. Qu'il me soit permis, au nom du bureau du comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires d'experts de l'Afrique centrale et de l'Est, ainsi qu'à mon nom propre, de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui à ces travaux qui réunissent 2 sous-régions africaines. Cette participation massive témoigne ainsi au vœu de tous de faire de l'Afrique un espace intégré, sécurisé et prospère. Je voudrais tout d'abord remercier vivement le secrétariat conjoint, notamment les 2 bureaux sous-régionaux de la CEA pour l'Afrique centrale et de l'Est, pour les importants efforts déployés en vue de l'organisation en virtuel de cette 4e session conjointe du comité, et ce, dans un contexte de contraintes financières et de réformes majeures en cours dans l'ensemble du système des Nations Unies. Je tiens également à remercier les distingués membres de notre bureau pour la très bonne collaboration que nous avons entretenue tout au long de notre mandat en soutien aux efforts du secrétariat. Le thème de cette 4e session conjointe s'intitule « Investir dans les capacités de production et le commerce pour un avenir résilient ». Ce thème n'est pas anodin, vous en doutez bien. Il résonne profondément avec les ambitions et les engagements renouvelés de nos États membres concernant le développement des chaînes de valeur, la diversification économique et la modernisation de l'appareil de production vers un développement inclusif et durable. Pour mon pays, le Cameroun, il me plaît de rappeler que la question du renforcement des capacités productives est un maillon central de la vision actuelle de notre gouvernement, la vision 2035, ainsi que de la stratégie nationale de développement, la SN2. D'ailleurs, ce thème s'inscrit parfaitement dans le prolongement des délibérations de notre 3e session conjointe tenue à Yaoundé en octobre dernier, qui s'était penchée essentiellement sur la mise en œuvre des résolutions
des solutions de recherche et d'innovation rapide pour accélérer la diversification économique en Afrique centrale et de l'Est. Je tiens ainsi à féliciter les États membres et le secrétariat pour ce choix thématique très pertinent qui nous offre une opportunité d'échanger et d'explorer davantage les voies et moyens disponibles pour consolider nos efforts en cours sur le sujet. Chers collègues, mesdames et messieurs, la présente session appelle notre attention sur la nécessité d'accroître et de moderniser nos capacités productives dans le souci d'améliorer notre participation dans les chaînes de valeur mondiales et renforcer notre résilience face aux chocs internes comme externes dans un contexte géopolitique en constante mutation. Au cours de la dernière année, il y a lieu de se réjouir des efforts consentis par les bureaux de la CEA dans la mise en œuvre de son programme de travail, notamment son appui technique aux États membres et aux communautés économiques régionales, que sont la CEAC, la CEMAC, pour ce qui est de l'Afrique centrale, en faveur de la transformation structurelle et du développement durable. Je pense que nous aurons l'opportunité d'apprécier un peu plus de manière exhaustive certaines de ces activités clés au cours de nos délibérations. Permettez-moi de mentionner rapidement quelques exemples. Le symposium de droit sur les zones économiques spéciales de nouvelle génération, l'appui au développement des comptes satellitaires du tourisme de Sao Tomé, le projet de développement des capacités des petites et moyennes entreprises en République centrafricaine, dans le but de faciliter leur intégration dans les chaînes de valeur et des travaux sur l'économie bleue, y compris l'appui en cours au gouvernement du Cameroun sur l'outil d'évaluation du potentiel bleu du pays. Notre bureau salue l'approche intégrée, collaboratrice et inclusive adoptée par le secrétariat dans la mise en œuvre de ces différentes activités, malgré les difficultés, les défis rencontrés qui sont souvent en détail. Pour souligner au terme de notre mandat, nous avons beaucoup apprécié les importants efforts du secrétariat au cours de la dernière année en vue de faire progresser notre agenda commun sur la transformation structurelle de nos économies. Ce fut un honneur et un plaisir de l'avoir accompagné au cours des différentes étapes et répondre de manière agile aux préoccupations de nos États membres. Nous restons engagés et disponibles à poursuivre cette collaboration qui, vous en doutez bien, est porteuse de fruits. Excellences, mesdames et messieurs, pour conclure, permettez-moi de rappeler qu'il s'agit ici de notre plateforme collective pour contribuer au développement de notre sous-région de façon inclusive et durable. En tant que bureau sortant pour l'Afrique centrale et de l'Est, nous aimerions remercier nos États membres pour la confiance et le soutien qui nous ont été accordés dans l'exercice de notre mandat. Nous félicitons le bureau entrant pour son élection et restons évidemment disposés à nous soutenir ainsi que le secrétariat dans nos différents efforts pour relever nos défis en matière de développement. Je nous souhaite une 4e session conjointe très enrichissante et fructueuse. Monsieur, je vous remercie de votre aimable attention. Merci, honorable délégué de la République du Cameroun, Monsieur Jérémy Diban, directeur de l'intégration régionale au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire du dit pays. La prochaine articulation devrait permettre au bureau entrant, notamment son président, de délivrer le discours d'ouverture. Il doit bien avant de vous indiquer qu'au terme des consultations qui ont été faites en début de semaine et même la semaine dernière, le bureau entrant du comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires et experts est constitué comme suit. Comme président, nous avons la République gabonaise, que nous saluons. Comme vice-président, nous avons la République du Tchad, que nous saluons. Et comme rapporteur, nous avons la République de Sao Tomé et Principe. Donc, si cela vous est clair, honorable délégué, nous allons donc inviter le bureau entrant à
délivrer le discours d'ouverture. Je pense que Adam. Adam Aboubakar. Adam Aboubakar. Peut-être donner la parole à Andrew Roger. oui, en attendant que l'honorable délégué de la République du Tchad soit positionné, Andrew, maybe some few words from Yes. the Eastern Africa sub-region. Yes, good morning, everybody. And thank you very much for joining the meeting. This is much appreciated. As you can appreciate, we're holding this in several languages simultaneously. I hope everybody has found the functions below for interpretation for this meeting. This first half hour is basically the procedural part of the meeting. Thereafter, we will go into the substance of the discussions. And both Jean-Luc and myself, we wish to stress that we wanted this to be as conversational as possible. So we're going to be presenting an overview of the region, the two regions, and how they're faring currently, some of the challenges that the regions are confronting. And we want that to be as interactive as possible. I'd like to just shout out as well to some of the government officials present here. So I believe we have Ali Houmed Abou, who's the Secrétariat d'État chargé d'investissement et de développement du secteur privé of Djibouti, Secrétaire Général. I'd like to also shout out to Madame Kadra Ahmed Said, who's also from Djibouti, the Ministère de l'Économie et des Finances chargée d'industrie. Elle est la sous-directrice. I'd like to say good morning and welcome, Caribou, to William Commel, who's the Director of Economic Planning at the State Department of Economic Planning. Francine Inarukundo, who's the Secrétaire permanent du Ministère des Finances, de Budget et de l'Économie of Burundi. And finally, the Secretary General Ahmada Bakar, who's the from the Ministère des Finances, de Budget et du Secteur Bancaire de Comores. So I'd like to welcome those participants from Eastern Africa. And as we wait for this opening speech, I think just to say that we'll be moving shortly into the substance of the program. So thank you very much for everybody attending, and look forward to hearing feedback and comments from you.
Thank you, dear Andrew. Progress. L'honorable délégué de la République du Tchad est désormais connecté. Monsieur Doudouné, pour l'ouverture solennelle de cette session du CIE, votre déclaration. Bonjour. Monsieur Doudouné, vous pouvez prendre la parole et délivrer votre déclaration d'ouverture au nom du bureau en bas. Le Tchad est en train d'avoir des difficultés de connexion en attendant que les délégués se connectent. Je propose que nous entrions de plein pied dans la session sur le panorama macroéconomique et social de la sous-région. Et lorsque le Tchad sera à mesure de communiquer avec nous, il va le faire à tout moment pour que nous puissions garder le cap sur le truc. Nous passons comme ça à la session numéro 1 qui porte sur l'overview ou le panorama de la situation macroéconomique et sociale de la sous-région et la présentation du papier principal de la session. La présentation sera faite par le secrétariat et je vais donc donner sans traîner la parole à mon collègue Andrew et à l'équipe constituée de Laura et Elena pour faire la présentation de la situation macroéconomique et le papier principal de la session. Cher Andrew. Thank you very much, Jean-Luc. And good morning again to everybody from Central and Eastern Africa. As we wait for the presentation to go up, I was just going to say, we've actually organized 3 sessions in total. We have this joint one with our colleagues from Central Africa today. Tomorrow, we will actually be undertaking a second one, which is on cutbacks of overseas development assistance and how it's impacting on Eastern Africa. And then on Friday, we have a session on the disruptions to global trade and how that will also impact on the sub-region. So if any of you wish to join those particular sessions, please register and you'll be more than welcome to participate. I'd also just like to give a shout out to anybody I missed initially in that round of welcome. If there's any other officials or other colleagues there, we will be getting back to you, and please intervene where you feel the need to make some comment. Thank you. So this presentation is going to be jointly done between the Central African and East African office, and basically we're going to provide a social economic overview of the current state of Central and Eastern Africa, and also highlight some of the key findings from the Intergovernmental Committee of Senior Officials and Experts background paper. So I'm going to start by just giving a
an overview of the global economic situation. We will then speak specifically of the macroeconomic situation in Central and Eastern Africa. And finally, this overview of one of the background papers for this particular ICSOE meeting: why does investing in productive capacities and trade matter? So I think the first thing to stress is the way that the global economy has been slowing down, and suddenly international organizations who monitor these matters have become quite a bit more pessimistic than they were perhaps 12 months ago about the state of the global economy. So in this graphic, you can appreciate that for developing countries, there was quite a strong bounce back after the COVID-19 pandemic. And at one point, developing countries collectively were growing at 7%. But subsequently, we've seen that figure going down quite sharply. And this is principally due to the great uncertainties which currently exist in the global economy. And let us double down on that particular point in the following slides. So in terms of developing markets, you can appreciate that commodity prices have started to come down, energy prices. There is some variation here, and we will go into the detail for our specific subregions in a minute, but it's quite clear that the softening of commodity prices is linked to concerns about the trajectory of the global economy. We also see this in terms of manufacturing orders from the emerging countries which are most engaged in international trade. We see it in bond spreads. We see it also in stock market volatility. So there are several reasons for concern about the trajectory of the global economy at the current juncture. Now, I think the biggest thing to occur on the international scene this year, from the point of view of international economics, has been the announcement by the United States in April of tariffs, which were set across the world at quite high levels, really quite unprecedented for the United States to impose such tariff levels, and particularly impactful because the US is such an important importer in the global economy. About 13% of global imports go to the United States. And here you can see the differential impact of those tariffs. After the initial announcement, there were some changes to those tariffs that were announced. Clearly, the most impactful are those on China, 30%, but you see European Union at 15%, Switzerland at 39%, India 50%, Brazil 50%, and the two nearest neighbors to the United States at 35% and 25%. I think what stands out from the map here is that you can see that South Africa has been hit disproportionately hard with 30% tariffs. But for Eastern and Central Africa, the majority of tariffs are either set at 10%, which is for the majority of the countries in Eastern Africa, or 15%. So Uganda, for example, is 15%. Initially, Madagascar was announced a 47% tariff, which has subsequently been revised downwards to 15%. These are still very significant tariffs, but I think the important thing to stress is the way these new tariffs by the United States and the reciprocal action of China is going to change the global geography of trade. And we can already see that from some of the statistics coming out about the trends on global trade. So global exports, quite surprisingly, actually went up in the first quarter of 2025 as a 3.5% growth compared to the previous period. And this surprised some people, but it looked like a lot of traders were actually trying to speed up their exports to the US market, and a lot of importers in the US were increasing their inventories to try and avoid the tariffs that they knew were going to be announced by the US. And you can see this very clearly by the strong import growth into the US market at 18%. China simultaneously has stepped up its exports in the first quarter. Some of those go into the US market, but there is also a significant diversion of Chinese trade, and we'll talk about that again in a minute. We'll come back on that point.
And then finally, in terms of Africa's export performance, well, global exports weren't very strong in 2024. There was a small uptick in the first quarter, but clearly a lot of concerns about this disruption to the global trading system and how it will impact on Africa's exports. So just to finish this section about the global situation, a paper was published a few weeks back by the Overseas Development Institute, which tried to evaluate degrees of vulnerability for many developing countries, low and middle income countries across the world. And they basically adopted a scorecard method where they would evaluate exposure to the aid cutbacks, exposure to US tariff increases, global spillovers and resilience. Now, if we appreciate first the aid cutbacks, you can see that it's quite clearly Eastern Africa vis-a-vis Central Africa, which is considered more at risk from the cutbacks in development assistance. And that's basically because we have a greater share of low-income countries which are more heavily dependent on overseas development assistance. The one exception being Sao Tome and Principe. Now, in terms of the US tariff exposure, according to the evaluation of ODI, again, the risks seem to be centered mostly in Eastern Africa. But interestingly, the exposure is not in many countries. They name just South Sudan, Madagascar, Ethiopia, and Sao Tome and Principe again. In terms of global spillovers and the impact on the general global economy of the disruption and the uncertainty that we saw before, you can appreciate that a number of other countries in Central Africa are deemed to be affected, notably the Republic of Congo, Angola, Gabon, Sao Tome and Principe, and Djibouti. And finally, and I think this is the crucial point from their analysis, they consider that the biggest risk for both subregions is the lack of general resilience. Now, what do we mean by lack of resilience? In their indicator here, they're looking at things such as the scale of the current account imbalance, the scale of fiscal deficits, the amount of foreign exchange reserves held in the central bank. And when those are below or above certain criteria, they grade it down. So I think we can appreciate from this graphic, the risks don't reside directly perhaps for the two subregions in terms of aid cutbacks or indeed even of the disruption to global trade through the US tariffs, but principally through this lack of economic resilience. And that is one of the reasons motivating the background paper for this ICSOE meeting. So with that, I'd like to pass the floor to Laura from Central Africa, and she will take you first through Central Africa, macroeconomic and social performance. Merci Andro pour la parole. L'analyse de la performance macroéconomique en Afrique centrale va porter essentiellement sur l'année 2024 et comparativement à l'année 2023. Comme vous le voyez affiché, en 2024, l'activité économique en Afrique centrale a été plutôt dynamique et la croissance a légèrement augmenté de 1,2 points pour se situer à 4,5% contre 3,4% en 2023. Cette modeste évolution est la résultante de la bonne dynamique pétrolière dans les pays exportateurs de pétrole, mais particulièrement grâce au net redressement enregistré en Angola, qui reste la locomotive de la sous-région Afrique centrale. Cette modeste évolution de la croissance en Afrique centrale est également la résultante des bonnes performances du secteur non pétrolier, soutenues par la production agricole, l'industrie manufacturière, la construction et les services. Next slide. Toutefois, on note que la croissance ne suffit pas à contenir l'inflation qui reste toujours élevée dans la sous-région. En 2024,
l'inflation était de 15,9% et par rapport à 2023, parce que ça a augmenté par rapport à 2023, et cette inflation est fortement alimentée par la hausse des prix des produits alimentaires, également par la hausse des prix de l'énergie, avec leur effet d'entraînement sur les coûts de production. Dans les pays hors CEMA, notamment en Angola, en RDC, à Sao Tomé et Principe, l'inflation est à 2 chiffres, donc fortement élevée. Mais également dans les pays de la CEMA, la plupart ont dépassé le seuil communautaire de 3% fixé dans le cadre des critères de surveillance multilatérale. Next slide. Du côté des finances publiques, on relève que les finances publiques de l'Afrique centrale se sont davantage détériorées en 2024. Le déficit budgétaire s'est davantage creusé en se situant à 1,6% contre 1,1% en 2023. Cette situation est le résultat de la baisse des recettes pétrolières dans les pays exportateurs de pétrole. Du point de vue du secteur extérieur, on relève que bien que le solde courant soit déficitaire, le déficit s'est quand même réduit par rapport à 2023. En 2024, le déficit a été ramené à 0,2% contre 0,9% en 2023. Et ce résultat est lié aux bonnes performances de l'Angola, Congo et du Gabon qui ont enregistré un excédent budgétaire. Et néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est que les États de l'Afrique centrale les économies de l'Afrique centrale sont tributaires des cours des matières premières, et ceci se reflète largement dans le niveau des recettes pétrolières, ce qui fait que les comptes publics et les comptes externes sont structurellement déficitaires. Et next slide. Ces vulnérabilités sont également traduites lorsqu'on analyse la croissance des exportations. Au vu de cette présentation affichée, en fait, de ce slide affiché, on remarque que les exportations ont fortement augmenté au Cameroun, en RDC et à Sao Tomé et Principe. Mais quand on regarde le contenu, qu'est-ce qui a tiré les exportations vers le haut, on se rend compte que c'est plus des produits primaires, notamment le cacao et l'or. Et ceci en lien avec l'envolée des cours de cacao et de l'or sur le marché mondial. Next slide. Comme je le disais tantôt, voyons par exemple au Cameroun, les exportations des fèves de cacao ont augmenté de 90% en 2024, ce qui a entraîné une forte hausse des exportations globales du Cameroun en 2024. Également à Sao Tomé, les exportations de cacao ont augmenté d'environ 81% sous l'effet également de la hausse des cours du cacao. Pour conclure, next slide. Pour conclure, nous dirons que les économies de l'Afrique centrale peinent encore à créer une croissance inclusive et suffisamment robuste pour créer en fait pour se traduire par une amélioration des conditions de vie des populations. Et ceci se traduit par ce tableau de bord qui nous montre que en 2024, 6 objectifs de développement durable sont en régression pour l'Afrique centrale, ce qui montre que des efforts restent encore à faire pour atteindre des ODD. C'est vrai qu'il y a environ 4 ODD qui ont progressé légèrement, mais ceci reste encore insuffisant. Okay, dear colleagues, we were going to suggest actually to have a little bit of conversation around those 2 first presentations, but I was just wondering as I was listening to Laura about the case of Central Africa, about whether we should just actually now pass to Central Africa
And then, sorry, Eastern Africa, speak of Eastern Africa now, and then open the floor to comments and observations. I think that would probably be better. Okay, so let us move forward now with the macroeconomic performance of Eastern Africa, because I think both some of the similar challenges that both regions have, but also the contrasts in economic performance are interesting to see. So in the case of Eastern Africa, Eastern Africa's been doing well in macroeconomic terms in terms of growth rates. Now, our estimate of growth for 2025 is 6.1% this year, vis-a-vis just under 4% for the African continent collectively. So you can see that Eastern Africa is probably the fastest growing sub-region on the continent. Now, these performance figures do depend on governments actually attaining the targets that they've set for themselves. So we're taking this weighted average basically on the basis of what governments say their economies are going to perform like in 2025. The African Development Bank has a figure somewhat lower, but only at 5.9%. So this is the kind of figures we're talking about, which is a pretty respectable macroeconomic performance given the global uncertainty. Now, we undertook an analysis on the countries where data was available up to the end of the first quarter of 2025, just to see what's been driving that growth in Eastern Africa. And just as in Central Africa, services are clearly one of the key sectors. So of the increment of growth up to the first quarter of 2025 on a year-on-year basis, we see that in Rwanda, 60% of the growth is accounted for by the services sector, and in Kenya, 57%. So it's clearly a very important engine of growth for many of our countries. Notably, in the case of Rwanda as well, we see the impact of climate change, the difficulty of agricultural production under circumstances of adverse climate, and that's only contributed 5% to the GDP growth, despite contributing about 60% of employment still. In terms of industrial sector, Tanzania clearly stands out. Now, this is principally construction, infrastructure projects, and also reflects the buoyancy of the mining sector. And I'd like to come back to that particular point in a coming slide. So everybody attending this will be aware of the grave concerns over inflation in Eastern Africa. I think this is a contrast with Central Africa, because Central Africa typically sustains lower rates of inflation than Eastern Africa. And certainly there was a very high peak of inflation at the end of 2022, beginning of 2023. And this was an international problem, particularly food prices driving this. You can appreciate that subsequent to that, in 2024, we saw the sharp moderation in inflation. And now for many countries in the region, they're around 5%. Rwanda slightly higher, slight uptick in recent months, but you can see the general progression has been very positive. However, there are two countries in the region which still have double-digit inflation. Ethiopia, which in 2022, early 2023 was still very high, above 30%, but that has subsequently come down. But particularly, I think, notable is the case of Burundi, where since around mid last year, inflation has been increasing. This is tied up very much with problems with the exchange rate, which we could perhaps talk about later. And we have Madame Francine for the Ministry of Finance there that could perhaps say a few words on this. Inflation peaked at around 45% in April this year, but has started to come down a little bit. So one of the big topics for all our countries, but particularly Eastern Africa, I think this afflicts Eastern Africa much more than Central Africa, is the level of debt to GDP, government debt,
and also the fiscal deficits. And we have a number of countries sustaining really quite large fiscal deficits: Uganda, Rwanda, and Kenya. Now, notably, the IMF in its forecast for 2025 suggests a moderation for all the countries in Eastern Africa in terms of their fiscal deficits. But we should stress that the degree of moderation is really quite small. Now, one thing that's playing in favor of countries in the region is the fact that the US dollar has been weakening in a pronounced fashion since the beginning of this year. This is an explicit policy of the US administration. And so it's currently lost about 11–12% of its value. And indeed, in some countries in Eastern Africa, we actually see the exchange rate strengthening. So the strongest currency currently on the continent happens to be the Ugandan shilling, and it's gained about 3 or 4% in value this past year. So it's been doing quite well. This is important because a lot of the debt that's held in the region is denominated in US dollars. And with the decline of the dollar, that does give some space to our member states. So this is one positive trend we see. Now, on the trade side, a lot of concern around those tariffs. Initially, a lot of forecasts about quite dramatic declines in trade for the continent to the United States market. Now, I think it's important to put those concerns in their proper context. As you are all aware, since the year 2000, the United States has had a program called the African Growth and Opportunity Act, AGOA, which has been in effect. And that has allowed for qualifying member states duty-free market access to the US market. And you can appreciate over the period since AGOA has been in force, there have been increases and declines in the value of exports. But as a share of the continent's total exports, we have seen the United States decline quite dramatically. So at one point at 2000, just prior to the financial crisis, global financial crisis of 2008, we see that it reached a peak of about 18% of all African exports going to the US economy. That is now under 5%. And for Eastern Africa, the figure is even lower, below 3%. So it's quite clear that as a trading partner, it is not as important as it once was. And I think this is a story which carries across both sub-regions. Now, a lot of analysis, including analysis coming from UN entities such as ITC, suggests that there's going to be quite a sharp decline in exports to the US market because of the tariffs being imposed. And it was most notable in the apparel and textile products, clothing to the US market. Now, in Eastern Africa, there have been a number of countries which have successfully succeeded in exporting to the US market under the AGOA provisions. We've had Kenya leading that with a really quite substantial amount of around $350 million of exports of clothing to the US market a year. Also Ethiopia, although they were hit by a suspension from the provisions of AGOA back in 2022, and Madagascar. So you can see that the sector that seems to be affected by the tariffs is apparel and clothing. Now, fortunately, we are able to look at the trade data from the United States on a monthly basis because the US trade data is released very quickly. So looking at the imports, we can see what's actually happened since the tariff announcements back in April. Okay, and I think there's some very marked trends we can see. And the alarming picture of sharp declines in Africa's exports to the US market have not come to fruition. So most notably here, if we compare April, July 2025 compared to the previous period in 2024, we see that exports from the Democratic Republic of Congo have increased by more than $1 billion, a really very significant increase. Now, in the case of the Democratic Republic of Congo, it's clearly related to US demand for the country's mineral exports.
And we'll come back and speak on that point in a minute. In the case of Gabon, you also see exports to the US have actually gone up. Ethiopia's a very strong export performance in that 4-month period to the United States market. Kenya also hasn't been negatively impacted like people were predicting, and Madagascar too. Now, we can speculate on the reasons for that. I think it's probably, if you remember the map that we showed earlier of the tariffs globally, we need to consider that the other sources of textile and clothing imports into the US market have been hit by much higher tariffs. So China is hit at 30%, Vietnam 20%, Bangladesh 20%. So you can appreciate that although these tariffs have come as a shock, in reality, our region is relatively favored to the US market. Now, it's too early to come to bold conclusions on this because the tariffs actually weren't even properly implemented until August. So we will probably only see the true picture towards the end of the year. But it is very noticeable that, firstly, African exports in their totality were up over 20% in the year from January to July this year. So African exports thus far have not been hit especially hard by the Trump tariffs. On the contrary, it does actually seem to have almost favored continental exports. At the same time, although there was an initial surge of Chinese exports to the US market because of the incoming tariffs, we can appreciate that trade has gone down by more than 1/3 to the US market. And this has some other implications, I believe, for our economies, as you can see in the next slide. So just a recently published article from The Economist noticed that Nigerian imports from China had surged. And so true to other markets such as Egypt and some of the Asian economies like Vietnam, Thailand. What seems to be happening is that China is displacing its exports away from the US market and towards other economies. And in our region, a newspaper report just a couple of weeks ago noted that Kenya had noted a surge of imports coming from China as well. And of course, the trade is already quite imbalanced with quite large trade deficits with China for the non-resource exporting countries. So there may be an issue there of China trying to shift its exports to other markets. And I think this might have some relevance to our subsequent discussion on productive capacities. So that's the picture with US exports. What about the picture, the global picture, in terms of what's going on with the export performance in Eastern Africa? We saw the performance earlier for Central Africa. Notably here, we see really quite strong export performance in 6 countries in our region, which had double-digit growth of exports in 2024. Ethiopia, Rwanda, Uganda, Tanzania, Somalia, and Kenya. Okay, now in these particular cases, Laura mentioned the case of Central Africa, where Cameroon's exports have been boosted by high prices for cocoa. For Eastern Africa, the real drivers of this export growth happen to be the gold exports and coffee. So in the case of gold, for example, we have 2 countries now which exported last year more than $3 billion of gold exports, and those are Tanzania and Uganda. So very strong export performance, and that's driven by extraordinarily high prices, as I'll show in the following slide. In terms of coffee, Uganda has done very well as well. It's nearly reached $2 billion of exports of coffee for the first time. I believe it was about 1.8, 1.9 billion last year. So really an exceptional performance. At the other end of the scale, we do have 3 economies where there was a notable contraction of exports in 2024. Djibouti, which has been negatively impacted by instability in the Red Sea. Madagascar, which has been impacted by weakening prices for its key commodities.
vanilla, cloves, and nickel. And finally, Burundi, where it seems that because of the parallel exchange rate, there's been an incentive of exporters to under-invoice their exports because foreign currency is very scarce currently in Burundi. So there has been a differential impact, but in terms of the larger exporters, actually they did pretty well in quite a difficult global context last year. Now, just to stress this point about commodity prices and the differential impact, I mentioned at the beginning of the presentation, there has been a softening of global commodity prices, and that reflects concerns about the economic future. Fuel price declines, oil price declines, for example, is impacting on Central African countries, such as Angola. Oil exports, the value of those have come down. But here are the three products where we can see really strong peaks. So effectively what Laura was saying about cocoa is very, very clear from this. This is taking the price from January 2019, and you can appreciate the price of cocoa was nearly 4 times higher at its peak earlier in 2025. But you also see a very strong spike in the coffee and cocoa. Now, one consequence of this is perhaps a perverse consequence in terms of economic diversification of our economies, because whereas back in the year 2009, only 20% of regional exports were minerals, by 2024, it was over half of all all exports from Eastern Africa consist of minerals. So there has been a kind of inverse economic diversification, and we now have much more dependence on the mineral sector. And the reflection of that is a decline in share of manufacturing goods in total exports. And this is, of course, of considerable concern for economies if they want to move away from the dependency on commodity trade. And a final note here, some good news to end with. This point is important. Intra-regional trade is actually doing very well at a continental level and also at the level of Eastern Africa. For Central Africa, as we will see in a minute, the levels of intra-regional trade are considerably lower. But this matters for the regions because we know that the intra-African trade tends to be a lot more diversified than the extra-African trade. Basically, the continent is exporting raw materials to the rest of the world, but where the interest is in diversification tends to be the continental trade. So in 2023, we see that African exports to the rest of the world did poorly, an 8% decline, but at the same time, the African exports to African continent actually modestly increased. So there was a global decline in exports of around 4%, but actually intra-African exports managed to sustain a 1% growth. And in 2024, we saw a dynamic where it was much, much stronger, where it was an 8.5% increase in the value of intra-African exports vis-a-vis a very tiny growth, the exports to the rest of the world. So it's quite clear here the dynamism is in the regional market. And this is expressed also for the East Africa community. So here we're reporting the figures for the East Africa community 6, not for the new members for DRC and for Somalia. But you can appreciate the trajectory has been upward, and that in 2024 there was a big jump, over 20% increase in intra-regional trade within the EAC bloc. This often doesn't go reported enough, I think, these kind of positive trends in the intra-regional trade component. And you can appreciate here that if you interpret this as a percentage of GDP, it's nearly at 4% of GDP, so a very significant increase. And this gives us hope of having a leverage there for further economic diversification going forward. So the final slide, like for Central Africa, we'd just like to comment on the global progress towards the Sustainable Development Goals.
And here you can appreciate that progress, we see progress in in some areas of the SDGs, but it is clearly insufficient. So, for example, SDG 3 on good health and well-being, or on education 4, there is progress, but it is far below what is required for the target level for 2024 if we're going to reach the 2030 targets. So you can see, even on the goals where there's some progress, for example, industry and innovation and infrastructure, SDG 9, that progress is not sufficient to be on target to reach the SDGs. And I think the really concerning picture that emerges here is the fact that in the 8 SDGs, we actually see things going backwards for the sub-region, for Eastern Africa. So in no poverty, zero hunger, affordable and clean energy, decent work and economic growth, sustainable cities, responsible consumption and production, climate action, life on land. The appreciation we have from the available data is that we've actually regressed from the situation in 2000. And I think this really brings home to everybody, the scale of the challenges that both regions confront in terms of achieving major development goals. So with that, Mamadou, I don't know if we could just open up a bit of discussion here before we just go to the summary of the background paper. I think that would possibly be helpful to break the session a little bit. Would you be able to moderate that, Mamadou? Yaoundé, we cannot hear you, please. Andrew, if I can come in, there is someone who has asked you a question. Wakana Emmanuel from Burundi. He's the executive director of Youth Leadership Initiative in Burundi. Asked, you spoke about resilience observed by some countries despite the shock. You spoke also about the case of inflation of Burundi. So my question is, will this be addressed to the representative of Burundi? I would like to know what is being done to address the issues of inflation in Burundi. Okay, so we do have the permanent secretary, Francine, online. I don't know if Francine would be available to intervene. Francine? Cher colleague, somebody has to allow Francine to speak, I think. I'm asking her to unmute. She has to respond. Okay. I see a number of other hands going up in the meanwhile. I don't know if there's somebody else from the floor that would like to pose a question, please. About either Central Africa or Eastern Africa, or the general global context. Jeremy is unmuted, so he can speak maybe. I think colleagues, participants are just getting the hang of the online system here for Zoom. Because I see a lot of hands up now. Madame Francine, vous pouvez prendre la parole, s'il vous plaît? You are unmuted. Let's go to another person if not. Kadra Arbedi, pouvez-vous prendre la parole? Je ne sais pas si c'est Laure Daran.
Allô? Allô? Oui, Madame Francine, allez-y. Oui, bonjour à tout le monde. Je voudrais d'abord remercier l'équipe qui vient de nous présenter la situation socio-économique de la région de l'Afrique centrale et mais aussi de l'Afrique de l'Est. Je voudrais, vous avez constaté que d'emblée, la situation de l'Afrique de l'Est, il y a, je dirais, une situation plus ou moins améliorée, tenant compte que la croissance moyenne de l'Afrique de l'Est est un peu, je dirais, il y a une croissance moyenne de toute la région qui se manifeste. Mais je voudrais aussi revenir sur le présentateur de la situation socio-économique de l'Afrique de l'Est a parlé complètement sur la situation inflationniste du Burundi. Allô? Oui, on attend Madame Francine. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, en avril 2025, il y a eu augmentation de l'inflation de 45%. Mais ce que je peux dire, c'est que l'origine de cette inflation n'est pas, je dirais, parmi les facteurs de la cause de cette inflation. Et je viens d'avoir des explications de la part de la Banque centrale. C'est surtout lié à la hausse des prix des produits alimentaires qui ont augmenté. Donc, ce n'est pas lié effectivement nécessairement donc à la différenciation du taux de change officiel et du taux de change parallèle. C'est-à-dire qu'il y a eu augmentation du prix de ces produits alimentaires. Autre facteur, c'est peut-être l'effet de l'endettement de l'État vis-à-vis de la BRB, qui fait à ce que l'effet du financement du déficit ait un impact sur les prix, donc l'inflation. Voilà ce que je pourrais éclaircir, mais comme mesure d'atténuation, donc nous sommes en train de mettre en place des mesures, je dirais, atténuantes, surtout renforcer la politique monétaire, je dirais la politique budgétaire, qui est donc saine, qui vient donc pour diminuer le financement, donc surtout diminuer le déficit budgétaire, mais aussi voir les autres alternatives de financement des déficits budgétaires, c'est notamment le recours aux bons et obligations du Trésor, mais aussi le développement du marché secondaire qui est en cours de développement. L'autre point, c'est en rapport avec la situation de la diminution des exportations que je vis sur le graphique que vous avez projeté. Je ne dirais pas que cette diminution est liée à cette différenciation du taux de change qui existe sur le marché entre le taux de change parallèle et le taux de change officiel. Mais je dirais que c'est une situation qui, je dirais, s'est manifestée après que le gouvernement a fait la privatisation du secteur café et a fait la privatisation de ce secteur. Il s'est fait que après que l'État a privatisé le secteur, il n'y a pas de suivi à l'endroit des agriculteurs. Donc, ce qui fait que la production a chuté d'une année à l'autre. Donc, le gouvernement est en train de prendre des mesures conséquentes pour que les quantités du café édité puissent être augmentées. On est en train de multiplier les plantations des champs de café partout dans le pays. Et je pense qu'avec cette mesure, on pressent que dans les prochaines années, la production du café va augmenter. Voilà ce que je peux dire en gros par rapport aux questions qui m'ont été posées. Et nous sommes conscients de cette situation. Il y a des mesures qui sont en train d'être prises. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Francine, pour cette explication.
I see Abi Kabir wishes to speak. I see. No, Abby's changed her mind. Gloire Cavani. Colleagues, I may need some assistance in managing the questions because it's important to get a bit of a flow, I think, to the conversation here. Oui, allô, vous pouvez m'écouter? Yes, we can hear. Ok, merci beaucoup. Je suis Gloire Karani. Je suis un chercheur indépendant. Je suis effectivement à l'est de la République démocratique du Congo. J'avais une question en ce qui concerne la politique de la Commission économique des Nations Unies en termes de la santé, parce que après la coupure des USAID, ici chez nous, par exemple, il y avait un projet dit Prosani qui soutenait les zones de santé en termes de carburant. Après que le projet a été coupé et puis nous sommes encore en guerre, on dirait que les zones de santé de la région sont abandonnées à leur propre triste sort. Je voulais savoir quelle est la politique qui a été mise en place pour soutenir les zones de santé après la coupure de l'USAID. C'est ça ma question. Merci beaucoup. Thank you very much for that question, Mr. Cavani. So actually, we have a session tomorrow where we will be discussing precisely that issue, how the donor cutbacks are going to impact on the sub-region and what can be done both from the support of international organizations like ourselves, but also member states. So perhaps if we could leave that discussion till tomorrow, because we didn't really touch on the overseas development assistance cutbacks in this particular presentation. But we would most welcome that intervention again tomorrow, and we can flesh out the implications more. Thank you. So Didier, is there somebody else that would be able to? Yes, so we still have a few colleagues who want to speak. We have Jacqueline Chinchu. Yes. So I see Abi Kabir was asking to be unmuted. I thought I had done that. Obviously, that wasn't the case. So Abi did still want to intervene, I think. Probably we can start with Jacqueline, if you can. Sure. Mute yourself, and then we will then go to Abi. Jacqueline, vous pouvez yes. Vous pouvez parler, donc vous avez la parole. Tienchu, Madame Tienchu, yeah. Bonjour, bonjour, chers tous. Bonjour à tous les excellences. En vos rangs et qualités respectives, santé vous saluer. Je remercie déjà la qualité des rapports qui nous ont été présentés. Je suis Madame Jacqueline Tientieux, je suis la présidente de la Fédération des organisations des femmes entrepreneurs d'Afrique centrale, une initiative qui a été mise pour accélérer la participation du secteur privé aux féminins et jeunes dans la ZLECAF. Je prends la parole pour remercier déjà la qualité des travaux et dire que les rapports, les statistiques sur l'évolution de la production dans le secteur privé est fortement interpellative. Donc, à cet effet, je voudrais très respectueusement aussi dans cette réunion dire qu'en Afrique centrale, parallèlement, quand on fait des études, nous pouvons avoir une initiative à côté où on commence à combler ce gap. C'est-à-dire, on fait une initiative où il y a
une initiative contrôlée par toutes ces études pour essayer de relever le déficit de la participation du secteur privé, en particulier jeunes ou féminins. Je vous remercie. Okay. Thank you very much for that observation. Didier, I see there's somebody that wishes to intervene from Madagascar. It might be interesting to hear from them given the discussion we just had and the impact on trade. All right. Shall we first go with Abi? Abi Kadir has really been insisting. Is Abi still available? Yeah. Okay. Can you hear me, Andrew? Can you hear me? Yes, please. Yeah. Excellent. Thank you very much. Very nice presentation. Here from ARC, we are very happy to be part of this. I also listened to the presentation from the other sub-region. Just I have a comment precisely focusing on the good export performance. I completely agree that, as I put it in my chat, the dynamics of the global prices is predominantly the reason behind this good performance. I was following closely the statistics on gold and coffee exports from Ethiopia. Luckily, gold has just turned out to be the major foreign exchange earner for Ethiopia recently. I will highlight what other measures helped in addition to the dynamics of the global prices. One is the regulatory measures taken by the government, particularly in controlling informal trading of gold that has been channeled to the formal channel so that it is registered. But on the gross figures, going back to the broader macro area, I feel the inflation in the country is pretty much higher than what we see in official reports. This is what I suspect. I was also in discussion with one of the deputy governors recently on inflation, and I'm also less optimistic about the growth rates. So these are my submissions. Otherwise, a very good presentation, and very happy to be here. Thank you. Thank you for those observations, Abby. Yes, effectively, the dynamic of gold is very interesting to see here. We did a rough calculations for the whole region and discovered that 20% of all exports in this past year have comprised of gold. So the share is extremely high, and there's a dependence on those gold exports for many countries in the sub-region. Yes, so another question or two, and then I think we should move to the final section of this presentation. Could I ask people who are not speaking, please, to mute the mics? Yeah. And do we have eight people who wish to take the floor? Yes. Hello, Also, Andrew. Are you getting us? Yes, we can hear you. But there's a lot of noise in the background. I'm afraid people are not muted. Please, colleagues, can you mute those who are not speaking now? Yes, sorry, colleagues from Yaoundé. Please go ahead, Yaoundé. Okay, who wishes to ask the question? May I come in, Andrew? Please, Jean Bosco. Yes. Yeah. Please. You're most welcome. Thank you. Yeah, thank you very much, Andrew, and the entire team from UNECA for the excellent presentation. Just a quick one. One is the regional performance, especially with regard to export diversification. I feel the East Africa is doing quite well, but I'm not sure in terms of, apart from gold and coffee, do you see any other product, kind of product diversification, also market diversification? You highlighted that China is diversifying its market given the recent rise of tariff from the US.
but I see our region has not diversified their market. Maybe if you could speak to that. Thank you very much. So yes, that's a very important question. What we do see, Jean Bosco, is diversification, but tending to be around those regional exports. What we see with the rest of the world tends to be a doubling down on the primary commodity exports currently. And that's partly because of global prices for those few key commodities, and also demand for commodities in the rest of the world, the rarer metals, for example. So we see contrasting trends, I think, and this is why ECA, we insist so much that if countries wish to diversify their economies more strongly, they must go the regional route. That is the fastest way to achieve a degree of economic diversification. Because even if currently prices are quite high for some of those commodities, we all know from the economic literature and from past experience that declines in those commodity prices will always come. There's a lot of volatility associated with commodity price exports and a lot of other associated economic problems. So we need to avoid dependence on those mineral exports. So anybody else like to intervene, please? I see Emmanuel Babe-Danki. Perhaps this could be the last question for this section. We also had an intervenant from Madagascar, if you'd like to come back in a minute. Bonjour, Emmanuel. Oui, bonjour. Je pense que vous avez un problème avec... oui. Oui, merci pour la parole donnée. Et je voudrais également saluer la qualité. Monsieur Emmanuel, je pense que vous devez quitter le speaker, d'accord? Parce qu'il y a une espèce d'écho. Merci. Je crois que cette fois-ci, c'est bon. Non, c'est pas bon. Okay, sorry. So, Jean-Luc, colleagues, I don't know whether we should perhaps proceed and then we can come back to some of the questions that other attendees wish to pose. Apologies, Emmanuel, I think you need to switch off one of the mics there. It's feeding back. They can also use the chat. Yes, this is also the case. So colleagues from Central Africa, they wanted to say something before we proceed. Yes. Roger, you can unmute and then speak, or the director. Hello. Yes, we hear you. Just speak louder. Oui, bonjour à tous. C'est Emmanuel Babe qui revient. Je crois que cette fois-ci, c'est bon. Vous me recevez? On a encore le problème, Emmanuel. Oh là là. Si la question est très brève, on peut peut-être comprendre le sens de la question, d'accord? Oui, merci. Déjà, je salue la qualité de la présentation qui est assez forte et interpellative. Ça nous présente quelques indicateurs et nous voyons globalement qu'il y a plutôt du recul sur les indicateurs macroéconomiques. On voit la détérioration des finances publiques, l'inflation qui est en hausse dans plus de l'essentiel de nos pays, les exportations également qui ont beaucoup reculé. Et c'est bien interpellatif, mais la préoccupation est la suivante. Certainement, l'étude l'a prévu.
Et il serait également important, c'est-à-dire nos pays ont des réalités différentes, ça c'est certain. Vous me recevez? J'ai l'impression que je suis coupé. Donc, nos pays ont des réalités différentes, ça à coup sûr. Alors, on s'attendrait à savoir, par exemple, lorsqu'on parle, par exemple, de la détérioration des finances publiques, pour chacun des pays, est-ce qu'il ne serait pas souhaitable d'identifier les causes pour chacun des pays? Je me dis, l'étude a certainement prévu et qu'on saurait le présenter dans l'exposé. Ça permettra quand même aux décideurs de chaque État de voir sur quel levier actionner pour améliorer ces indicateurs. Par exemple, pour les finances publiques, on a également pour les exportations. Donc, c'est à ce niveau, je me dis, peut-être la CEA pourrait peut-être partager pour que les décideurs puissent s'appuyer sur ces éléments pour améliorer les différents indicateurs macroéconomiques ainsi présentés. Voilà ce que je voulais dire de manière globale sur la présentation. Merci beaucoup. Thank you very much, Emmanuel. Yes, effectively, we are looking at the regional picture here. So we're having to look at the aggregates, but effectively, each country has its peculiarities, its particular economic structure, its dependence on particular exports and imports, and its own sectorial distribution. So yes, you're quite right. More detailed studies are required. Colleagues from Yaoundé, would we like to move on with the presentation, and then we can come back to people that haven't had the opportunity yet to intervene? Andy, please check the chat and invite the people on the chat who wants to take the floor. Yes, I'm just suggesting we move on with the presentation, though, Emelang, because that's important. Please, could I ask also, colleagues, Didier, Emelang, if you're going to speak, please put your video on, please, as well. Okay. Yep. Thank you. Okay, colleagues. So shall we move forward with the presentation? I believe my colleague Elena will be given. Please, are you getting us? Yeah, Andrew. Yes, we were just starting the presentation again. OK. Andrew, on a eu quelques soucis techniques là, mais maintenant c'est rétabli. Je crois que nous pouvons continuer avec la présentation, mais après, on va avoir quelques interventions de l'Afrique centrale. Je crois qu'on peut continuer avec la présentation, mais soyons un peu plus brefs et directs. D'accord. Merci. So over to you, Elena. Thank you, Director. I hope I'm audible. Yes? You are indeed, yeah. Okay, thank you. Thanks for giving me the floor. Good morning, ladies and gentlemen, distinguished guests, participants, colleagues. I will now be taking us through the final section of this presentation. And this section particularly pertains to the key findings of the background document that was prepared for this meeting on investing in productive capacities and trade. So as we have seen in previous sections presented, and also in some of the discussions that have already taken place on the economic overview for both regions, we see that there are a number of challenges faced by both regions. And therefore, based on some of these challenges, we will look at the question of why it is important to invest in productive capacities and trade. To give further context on this topic, as the world has become increasingly more globalized, crises have also become more frequent as well as interconnected. For example, the COVID-19 pandemic, which affected every country, supply chain disruptions, as well as weak global demand. We also note that the economies of Central and Eastern Africa still remain dependent on exports of raw materials, as well as that they have strong dependence on a limited set of productive capacities, limited set of sectors and trade flows. And therefore, when we speak about resilience, resilience requires proactive transformation, and in this case, mainly through diversification and regional integration. To get a better understanding, we can look at the Productive Capacity Index, the PCI.
The productive capacity is a country's overall ability to produce goods and services, which ultimately enables sustained economic growth and development. This index done by UNCTAD is comprised of 8 categories and 42 variables. The 8 categories being natural and human capital, energy, information and communication technology, transport, private sector, institutions, and structural change. The index ranges from 0 to 100, where the higher scores reflect stronger productive capacities. So looking at the PCI from 2022, we can note that Eastern and Central Africa both lag behind other regions. We can further link this to the trade structures of the two regions. Here you can see a snapshot of a number of trade indicators for 2023 in both Central and Eastern Africa. What we can note is that Eastern Africa exports less than Central Africa in absolute value, but its share of intra-regional trade is much higher at 20.8% for Eastern Africa versus 2.8% for Central Africa. We can also note that Eastern Africa shows significantly higher imports, both in absolute and relative terms. And finally, we can also highlight that the trade balance varies considerably from one country to another, but especially in Central Africa between the oil and non-oil exporters. Here we can see the GDP growth in both regions, and we have included various global shocks, namely the 2007 global financial crisis, the end of the commodity supercycle in 2014, the COVID-19 pandemic in 2020, and the Russia-Ukraine conflict in 2022. What we can see from this is that Eastern Africa in general has experienced more stable and sustained GDP growth compared to Central Africa. We also see that Central Africa shows a greater volatility with even negative growth in 2016 and 2020. We can also see that Central Africa is more highly sensitive to oil price fluctuations, making it economically more vulnerable to such related shocks. So based on the background paper prepared, in this sense, we have to consider resilience as a process. We highlight in the document that while both Central and Eastern Africa face vulnerabilities such as dependence on commodities, infrastructure gaps, and exposure to external shocks. And so resilience is not a one-time achievement, as I've mentioned previously, but rather a continuous process that requires investments, coordination, as well as policy alignment. In the report, we also highlight the Africa Continental Free Trade Area as an important tool that can offer pathways to regional integration, reduce dependence on imports, and greater competitiveness in the region. And therefore, investing in productive capacities such as infrastructure, institutions, and industry can create a foundation for a more diversified, shock-resistant economy. To briefly conclude, we highlight here a non-exhaustive list of suggested areas for investing in productive capacities for resilience that could be prioritized. Firstly, focusing on industrialization, transformation, and economic diversification, as well as special economic zones. Also investing in infrastructure and strengthening human capital as a lever for sustainable growth and for resilience. We also highlight the importance of technological innovation as well as knowledge transfer. And finally, also increasing sustainability, and particularly within the green and blue sector growth. So with this set of some of the suggested priority areas for investment, I'd like to hand over back to the moderator to open discussion. Thank you. Chers collègues, Afrique centrale, Mamadou, je pense que c'est à toi d'intervenir maintenant.
Yaoundé, we cannot hear you, I'm afraid. Yaoundé, we can see you speaking, but we cannot hear you. Okay, if Yande cannot intervene, perhaps we could have a couple of more interventions from the floor. So I saw an interesting intervention there from Monsieur Isidore, the Directeur Général du Commerce de Madagascar. Andrew, vous me suivez? Yes, we can hear you now, but I've just gone to a round of questions as we couldn't hear you and you weren't intervening. So if you don't mind, I'll just ask the floor to a couple of people who didn't manage to speak before, and then you can come back in. Is that okay? Okay, Andrew. I would like to suggest one or two things. First of all, I would like to recognize the presence of PREF-CEMAC of our regional economic communities in the room. PREF-CEMAC is there, is a representative of the CEMAC, notamment les vice-présidents de la CEMAC dans la salle. Par rapport à toutes ces questions sur la vulnérabilité de la sous-région, je voudrais bien qu'on donne une minute à PREF-CEMAC pour partager avec nous les approches proposées par le programme pour pouvoir adresser certaines des questions macroéconomiques qui ont été posées ici. PREF-CEMAC. D'accord. Après, si on peut laisser la parole à Monsieur le Directeur Général de Commerce de Madagascar. D'accord? Voilà. OK, très bien. PREF-CEMAC et puis le Madagascar. PREF-CEMAC est vous connecté. Sinon, on salue la présence du vice-président de la commission de la CEMAC, s'il veut prendre la parole. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour à tous. Oui, monsieur le vice-président. Voilà, alors je m'excuse pour le retard que j'ai pris parce que la connexion était un peu difficile. J'ai pris le train en marche. Je trouve au nom du président de la commission que j'ai l'honneur de représenter l'exercice assez très intéressant. Il est très intéressant parce que il balaie tout en entrant en profondeur les problématiques qui sont très importantes pour que notre sous-région qui gagnerait à être davantage intégrée et qui gagnerait davantage à structurer un commerce durable et mutuellement bénéfique pour toute la sous-région, qu'il puisse, grâce à un exercice comme celui-ci, se développer. Je voudrais capitaliser tout ce qui a été dit depuis que j'ai rejoint le groupe en ce qui concerne la thématique même de cette réunion pour insister sur le fait que le développement des infrastructures, la formation et le développement des compétences et l'accès au financement sont très importants pour que nous puissions répondre favorablement à la question qui nous a été posée, à savoir investir dans les capacités de production et le commerce pour un futur résilient en Afrique centrale. Il s'agit pour nous des préalables nécessaires. Après avoir observé certaines statistiques et certains agrégats macroéconomiques tels que bien rappelés par les intervenants et surtout M. Babenki, que je salue au passage, comme préalable, n'est-ce pas, pour renforcer davantage la résilience au sein de l'Afrique centrale, qui commence par la résilience au sein de chaque État d'Afrique centrale. Chaque État d'Afrique centrale, zone CEMAC, dans le but, oui, dans un premier temps, de développer véritablement les capacités productives, ensuite, de diversifier notre commerce, parce que beaucoup de pays de la sous-région ont des commerces centrés sur un ou deux produits, ce qui ne peut pas considérablement améliorer
ou alors doper la croissance. Donc, il faudrait diversifier, il faudrait structurer des chaînes de valeur, beaucoup plus de chaînes de valeur sous-régionales désormais. Et à mesure où désormais nous parlons d'import-substitution, je pense qu'il est temps, pour avoir identifié 5 ou 6 produits du cru, il est temps qu'on y mette l'accent et qu'on développe, que ce soit des priorités pour les pays d'Afrique centrale, des priorités pour, ça a été rappelé d'ailleurs lors du dernier sommet des chefs d'État à Bangui le 10 septembre, qu'on mette l'accent sur ces produits identifiés en vue, n'est-ce pas, d'assurer une sorte d'autonomie alimentaire qui soit, par effet d'échelle, source, n'est-ce pas, des rééquilibrages de balance commerciale et qui assure un équilibre au niveau de balance, de paiement qui, on l'a rappelé tout à l'heure, commence en termes de réserves d'échange, commence, n'est-ce pas, à accuser des soucis énormes. Je pense que si on investit dans tout cela, on répond favorablement à la problématique, on développe les capacités de production, on diversifie le commerce de nos produits et on a su derrière, grâce aussi à la résilience climatique, on a su une sorte de résilience globale. Nous avons la chance, n'est-ce pas, d'appartenir au deuxième poumon écologique d'Afrique, du monde. Je pense que c'est un avantage dont nous devons tirer profit pour assurer une sorte de durabilité qui renforce davantage la résilience. Donc, voilà un peu la réflexion que je peux me permettre au nom du président de la Commission, n'est-ce pas, de partager avec vous en indiquant que au niveau de la Commission, nous devons continuer à jouer un rôle, n'est-ce pas, d'harmonisation de toutes ces politiques-là pour que les États qui nous ont donné une sorte de mandat puissent suivre cela. Et c'est un appel aux ministres sectoriels, n'est-ce pas, les ministres qui sont en charge de ces questions-là, de s'unir pour travailler davantage à la réponse favorable de la problématique qui nous réunit aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le vice-président. La nécessité d'aligner et de coordonner les politiques économiques pour une meilleure diversification économique, mais aussi l'urgence de promouvoir les chaînes de valeur régionales. Et je peux vous rassurer que ce sont les priorités de la CEA pour l'Afrique centrale et nous pensons qu'apprendre des expériences des autres pays de l'Afrique de l'Est, ça pourra bien nous aider à diversifier ces économies de façon durable et inclusive. Je vais donc passer la parole au Madagascar. Délégué du Madagascar, vous avez la parole. Madagascar, est-ce que vous nous suivez? Cher Andrew. Oui, le monsieur avait demandé la parole avant, mais peut-être il n'est pas connecté maintenant, je ne suis pas sûr. Peut-être, monsieur Ali Oumed Aboubakar. Oui, merci beaucoup. Oui, vous avez la parole. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Thank you, Chairman. I would like to express quickly my deep thanks to the Economic Commission for Africa organizing this very fruitful webinar, and also to thank the different participants to this important event. I will express also my point of view in French language. D'accord, je prendrai la parole et remercier l'ensemble des participants et des intervenants pour la qualité de leur présentation, mais aussi évoquer des points que j'ai jugés très essentiels et importants. De par ma fonction, c'est vrai, je suis le secrétaire général en charge au ministère des Affaires des Investissements et de Développement Sécurité, mais je suis également un économiste. Donc, les différentes interventions que je puis suivre m'ont permis d'appréhender, de voir certains points qui me paraissaient plus importants d'évoquer et d'autres qui pourraient être relégués au second plan de par le développement et la transformation économique que connaît la région. Mais après, il faut bien prendre en compte que les particularités de chaque pays font qu'ils ont une certaine
un certain niveau de développement, il faudrait bien prendre avec plus d'attention. Donc, les défis de la vulnérabilité économique qui étaient moins présentes et évoquées de manière assez timide. J'ai eu le temps de lire entre deux réunions le rapport qui nous a été envoyé ce matin. Les défis sont nombreux et on s'aperçoit que les problèmes sont toujours les mêmes. Ces vulnérabilités ces vulnérabilités face au choc exogène et surtout ce caractère uniforme aussi de la structure de nos économies font que nous sommes plus enclins au choc exogène et d'autant plus aussi aujourd'hui cette forme multidimensionnelle de cette vulnérabilité qui commence à peser sur nos économies. Je m'attarderai un peu plus sur la structure de notre économie. Depuis le Covid-19, la revue Djibouti a pu maintenant reprendre le dessus et puis avoir une croissance soutenable au cours de ces dernières années. Mais, comme je l'ai précisé précédemment, la vulnérabilité multidimensionnelle fait que nous avons cette... D'accord. Je disais que les vulnérabilités multidimensionnelles font que nos politiques budgétaires doivent avoir ce comportement, cette procyclité en matière de dépenses publiques. Les chocs, les vulnérabilités, c'est-à-dire en termes climatiques, mais en termes géographiques, mais aussi en termes économiques, font que les dépenses qui ne sont pas prévues reviennent sur le devant de la scène et c'est ce qui crée un déséquilibre dans la composition budgétaire. Et ce sont des éléments qu'il faut bien prendre en compte parce que en calculant l'indicateur de vulnérabilité économique, on s'aperçoit que tant que nos pays n'ont pas un équilibrage ou une hétérogénéisation de nos secteurs d'activité économique, nous serons toujours amenés à être vulnérables. Donc, c'est la raison pour laquelle, comme l'a si bien évoqué l'une des intervenants, la diversification économique reste essentielle pour bâtir une résilience face au choc. Et certains me diront que cette idée est révolue, mais elle reste tout de même au centre, elle doit rester au centre de nos occupations. C'est-à-dire, je m'explique, c'est que l'industrialisation, par substitution à l'importation, va permettre de constituer le socle ou la base de nos activités, de nos structures économiques. Et de par ce point, je serais amené aussi à parler de cette capacité productive. Investir dans les capacités productives, c'est aussi avoir cet indicateur de capacité productive beaucoup plus important. Plus cet indicateur est important, plus le pays est diversifié et se sent dans une bonne position quand il y a ces chocs économiques. Et à partir de là, j'ai pu voir dans l'une des présentations que le socle, l'épine dorsale de la diversification économique repose sur 3 points. La sécurité énergétique, la sécurité alimentaire et le développement de la capacité humaine, de nos ressources. C'est-à-dire, nos main-d'œuvre doivent être formées pour que nous ayons cette capacité de pouvoir transformer nos ressources naturelles. Comme le disait Gérard de Berlis, qui était un économiste de l'école régalienne, il disait les premières sources de développement, ce sont en termes financiers. Je voyais qu'un intervenant précisait que l'accès au financement est toujours une difficulté. Ce n'est pas l'accès au financement qui est une difficulté, mais c'est la qualité des projets que l'on monte qui sont un problème. C'est-à-dire, si on monte un bon projet d'investissement, il y a forcément des investisseurs qui vont s'aligner et à partir de là, c'est de mettre ensemble les partenaires privés, étrangers et publics qui puissent participer dans des projets porteurs. Je reviens à cet auteur qui disait les premières sources de développement viennent de l'étranger, mais le pays doit avoir cette capacité de reproduire les biens importés. J'ai vu les différents graphiques et données qui ont été publiés, qui nous ont été présentés dans les slides. Nous voyons que les structures de nos économies sont pratiquement uniformes, c'est-à-dire il y a la prédominance dans un secteur,
et les autres s'agrippent autour de ce secteur. Donc, le développement du capital humain, du capital naturel, de l'énergie, et puis maintenant, greffer à tout cela la TIC, et le développement du secteur privé et le changement. Donc, ma question maintenant revient à M. Andrew. Je voudrais savoir comment peut-on maintenant assurer un lien, c'est-à-dire voir la corrélation entre l'indicateur de capacité, la capacité productive et la croissance économique, et comment maintenant cette forte cohérence pourrait s'intégrer avec la diversification économique. C'est vrai que bon, j'ai beaucoup de points à soulever. Madame avait parlé aussi du solde primaire, de solde budgétaire primaire, mais ce sont tous ces éléments-là qu'il faudra mener avec chaque pays un document bien explicite où on décrit les contextes, après les défis et les défis auxquels ces pays font face, et puis préconiser des recommandations. Je crois que c'est un travail qui doit être mené au sein de chaque pays pour après compiler et mettre ensemble afin d'avoir une vue d'ensemble sur le développement économique de la région. J'essaie d'être assez bref. C'est un exercice très difficile, mais je vous remercie pour votre très aimable attention. Je m'excuserai aussi, dans 10 minutes, je dois présider une autre réunion qui va se tenir dans mon département, mais je reste à l'écoute pour les réponses qui nous seront données. Merci beaucoup. Merci, Chairman. Merci. Merci beaucoup, Merci beaucoup. Oui, Monsieur Ali, secrétaire général. C'était une bonne question qu'il m'a posée, mais je pense que les collègues chez vous, Jean-Luc, en Afrique centrale, sont meilleurs à répondre à ces questions. Oui, Andrew. Je crois que le participant a son... Il faut en mettre là-bas, parce que ça marche déjà. Ok, très bien. Je crois que le participant a souligné la nécessité de promouvoir des politiques budgétaires et des réformes dans la mobilisation des ressources domestiques, mais aussi l'alignement de ces politiques budgétaires sur les besoins de bâtir la résilience. Et nous pensons que face au choc du moment, qui sont les réductions de l'aide publique au développement, par exemple, il faut vraiment continuer à réfléchir sur comment augmenter le niveau de l'espace fiscal de nos pays et mobiliser les ressources au niveau domestique. Mais au-delà du côté ressources, il faut aussi aller vers la qualité de la dépense. La qualité de la dépense, en assurant que les dépenses sont alignées aux facteurs qui influent la vulnérabilité de nos économies et que toutes ces dépenses soient des dépenses intelligentes en matière d'alignement par rapport à la question du changement climatique, par exemple. Par rapport à la question de la place centrale de l'industrialisation et la diversification économique dans la construction de la résilience, je crois qu'on ne peut pas dire mieux que ce que le participant a dit. Et nous, en Afrique centrale, à travers la déclaration de Douala, déjà, nos pays ont identifié l'industrialisation, mais que nous voulons, nous, inclusive et durable, comme centre de toute stratégie de diversification économique. Et ainsi, donc, nous encourageons nos pays en Afrique centrale, que ce soit le Tchad, le Gabon, la Centrafrique, le Cameroun, à pouvoir développer les plans directeurs d'industrialisation et de diversification économique, qui permettraient, comme le vice-président de la CEMAC l'a dit d'ailleurs, d'identifier les chaînes de valeur critiques et ainsi que les actions qui pourraient bien les aider à passer à un niveau plus élevé de la chaîne de valeur à travers les meilleures valeurs ajoutées à nos produits. Mais l'industrialisation, la transformation locale doit aussi être accompagnée par des réformes nécessaires qui nous permettent finalement d'adresser la question des compétences, d'adresser la question du financement du développement, d'adresser la question d'une industrialisation qu'on voudra verte pour qu'elle-même ne puisse pas contribuer encore demain à des vulnérabilités que nous sommes en train de vouloir adresser à ces niveaux. La question de mobilisation des financements innovants, la question de mobilisation des ressources internes est donc au cœur de cette stratégie. Comme nous l'avons dit, c'est la coordination des politiques industrielles, des politiques de fiscales, de mobilisation des ressources et développement des compétences. C'est cet alignement-là qui pourra nous amener
à avoir du résultat idoine. Je ne sais pas si Andrew, tu veux ajouter un mot, parce que la question t'était adressée, avant que nous ne passions au deuxième segment de cette série. Nous sommes déjà suffisamment en retard par rapport. Je pense qu'on peut passer à la prochaine session. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait poser des questions ou faire une observation entre notre assistant et Je là. vous remercie, M. Andrew et Chairman. Et j'espère que nous continuerons à travailler ensemble. Et si vous me le permettez, je vais devoir vous laisser pour présider notre réunion. Et je vous remercie à toutes et à tous pour ces présentations et ces travaux. Merci. Merci beaucoup, Merci. Monsieur Secrétaire Andrew, Général. j'ai vu que Joël Billet demandait la parole. Joël Billet. D'accord. Très brièvement, Joël Billet, on va passer à l'autre segment. Oui, tout à fait. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Très bien, oui. Oui, voilà. Donc, Joël Billet de la République démocratique du Congo et j'interviens ici en tant que présidente d'une association des femmes entrepreneurs en République démocratique du Congo. Je suis tout à fait d'accord et d'ailleurs, je tiens à remercier et féliciter les présentations qui ont été faites, mais je suis particulièrement d'accord avec Elena qui a parlé en fait du renforcement de la résilience et la résilience à long terme et la réduction de la vulnérabilité qui doivent passer forcément par la diversification de l'économie et surtout par le renforcement du capital humain. À ce sujet, je pense que j'ai une question spécifique à poser. Je vois déjà que la représentation officielle de la RDC n'y est pas, et c'est très clair parce que nous parlons ici de l'Afrique de l'Est. Or, en même temps, je sais que dans l'UNECA, la RDC est toujours à cheval entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est, et ceci pose un problème parce que pour pouvoir renforcer les capacités ou le capital humain chez nous, nous devons bénéficier des structures comme les vôtres. Étant à cheval de cette manière, je me souviens avoir été à Kigali en 2022 pour une formation, un renforcement sur la ZLECAF. Aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans, la RDC n'a plus droit à ce type de formation spécifique. Et ce qui peut expliquer un certain retard sur plusieurs autres types de secteurs qui pourraient être développés pour compenser justement ce vide. Donc ma question pour faire court, où est située la RDC, en Afrique centrale ou en Afrique de l'Est, du point de vue de l'UNECA? Et de deux, quel est le type de programme de renforcement qui est mis en place pour permettre justement qu'on puisse mettre en place des stratégies et pouvoir faire adhérer plusieurs à cette initiative qui serait vraiment de bon augure pour le pays? Voilà. Merci. Merci beaucoup, Madame Billet. Ça, c'est une très bonne question à poser. I don't know if one of my colleagues would like to respond on that question about the state of implementation of the AFCFTA and about the availability of trainings. Our office has certainly been undertaking a lot of workshops and sensitization about the AFCFTA. We were recently in Lusaka with our colleagues in Southern Africa, doing a workshop where we provided capacity building to the private sector. I think that's a good example, but I don't know whether Simon or Rogers, you would like to come in and just say a word on that. Thank you, Andrew. I think with regards to the training on the CFTA, because it's demand driven, we usually get our requests from the member countries. So if the DRC did send in a request, then we would be able to do the training. But as per now, we've not yet received a request from the DRC. Yes, I don't know whether notre colleague, our colleagues in Central Africa have carried out any work in DRC in terms of the AFCFTA specifically. Yes, Andrew. Yes, Andrew. Yes, Andrew. Yes, Andrew. Ça va? Ok, très bien. Je crois que la question fondamentale qui nous était posée, c'est de savoir où se situe la RDC. Je crois que notre collègue a si bien répondu. Nos interventions sont demand-driven. Lorsque nous recevons des requêtes des États, nous intervenons. Et pour la stratégie de l'ECAF de la RDC,
Nous l'avons développé, la CE a accompagné la RDC à la développer. D'ailleurs, nos deux bureaux ont collaboré là-dessus. Et tout récemment, nous avons accompagné la RDC à développer le segment vert de sa stratégie de l'ECAF avec le ministère du Commerce en RDC, sous le leadership du ministre Paloukou. Mais aussi, nous venons d'avoir un workshop à Lusaka avec les petites et moyennes entreprises congolaises et zambiennes sur leur participation dans la chaîne de valeur des batteries. Et ça s'est passé il y a moins d'une semaine. Et donc, nous continuons à accompagner la RDC à travers les bureaux de l'Afrique centrale. Et lorsque les requêtes sont toujours adressées à ce bureau, nous y répondons. Je crois que non seulement il faut adresser les requêtes, mais il faut aussi que le participant soit en relation avec le ministère. C'est le ministère qui met en œuvre certaines activités d'appui que nous faisons en RDC, mais nous continuons. Nous avons une bonne brochette d'activités en RDC et nous continuons à le faire. Voilà, merci. À la fois, Jean-Luc, je pense qu'on doit dire qu'on a besoin de faire encore plus de formation pour le secteur privé. Ça, c'est évident. Je ne sais pas, Simon, si tu peux intervenir pour dire quelque chose, un mot sur le guide pour les exportateurs, qu'on travaille avec ça avec notre collègue Addis Abeba. Simon? Yeah, thank you, Andrew. I will just do my word in French. Alors, merci pour votre participation. Ce que je voudrais dire, c'est que oui, comme mes collègues l'ont dit, nos interventions sont motivées par les requêtes que le gouvernement nous envoie. Donc, c'est très important de travailler avec les ministères, comme M. le directeur l'a dit, pour que la requête nous soit envoyée. C'est vrai qu'on peut faire aussi une intervention des deux bureaux sous-régionaux, c'est-à-dire les bureaux sous-régionaux d'Afrique de l'Est et ceux d'Afrique du Centre, pour faire une organisation conjointe et délivrer ce genre de formation. De nos jours, nous sommes aussi en train de faire le guide étape par étape pour la mise en œuvre de la ZENICAF, c'est-à-dire avoir un guide théorique qui permet aux opérateurs d'avoir toutes les étapes et toutes les requirements pour ce qui est de l'importation, de l'exportation sur la ZENICAF. Et aussi, il y a un volet pratique de ce guide, c'est-à-dire vraiment accompagner les opérateurs de manière pratique, identifier leurs produits, voir le niveau de préparation de leurs produits pour accéder au marché sous-régional et accompagner ces produits jusqu'à l'arrivée dans le marché africain ou les importations dans leurs différents pays. Donc, c'est ça que je pouvais dire par rapport à ça. Mais toutes ces interventions doivent être soutenues par les requêtes des différents pays. Donc, la RDC est invitée à nous envoyer des requêtes au bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Est ou au bureau sous-régional pour l'Afrique centrale. Et le processus sera déclenché. Merci, Andrew. Merci beaucoup, Simon. Donc, Jean-Luc, je pense que peut-être on peut passer à la prochaine session. On a vraiment seulement 40 minutes qui restent de la réunion. Donc, on doit faire les revues des programmes de travail de chaque bureau. Je pense que c'est bon moment pour faire ça, n'est-ce pas? Oui, il était sur le programme, il était prévu Jean-Luc, une petite pause. Oui, il est une pause. D'accord. 5 minutes de pause pour nos participants et puis on va J'ai une suggestion à faire. Pardon, mais vous avez un grand problème d'écho. Vous ne pouvez pas être tous dans la même salle avec l'ordinateur connecté. Donc, c'est meilleur de retourner à votre bureau, d'accord, pour pouvoir écouter bien. D'accord? Très bien. On prend 5 minutes. Parce qu'on écoute seulement un bruit au moment et on écho tout le temps. Donc, c'est trop compliqué, je pense, à gérer. Donc, c'est meilleur que si le collègue... 5 minutes. Oui, d'accord. 5 Merci minutes de beaucoup. pause et puis on revient. Merci beaucoup. Ok, je peux couper. Je pense que vous faites la faute, montrer chacun devant le
Il y a rien de méchant de
Collègues de l'Afrique centrale, nous pouvons reprendre dans 3 minutes. Dear Andrew, we are ready to start within 3 minutes. Good afternoon again, Jean-Luc. Yes, that's fine. Yeah. The situation is better now. Perhaps if you can ask your colleagues to turn off the camera in the main conference room there, and then individuals can, as they speak, turn on the cameras, that would help. Okay. Okay, I'll let them know. I think they are also following. Thank you. Jean-Luc, are we ready to start again? Yes, I think we need to start. Because I think we don't have much time, actually. I Yeah. think we need to explain to our audience here. Welcome back, dear participants, cher colleague. I think we need to explain to them a little bit about what this session is going to be about before we go into it. And then we can proceed. Yes. Yes, this session is mainly on the report of our offices. We are going to present what we have implemented as activities during last year, this year, I would say, because we are still going on, and also dwell a bit on our ambitions for next year. This is an opportunity for us to have the feedback from our client, our member countries, and also other stakeholders, and also get some orientation on how we can be effective and impactful in the way we serve them. It's also an opportunity for us to underline some of the constraints and issues we are passing through, and see innovatively in an inclusive and participatory manner how, with our countries, we can address this so that we can continue serving them very well. The presentation which will be made here is for our two offices, and I think our PMOs and our program officers and colleagues will make it. This is what I can say as an introduction, dear Andrew. Colleagues, the presentation.
Are you with us, Andrew? I am with you indeed. I can't see you myself, Jean-Luc, but I'm definitely here. But I see nobody ready to make the presentation at the moment, I'm afraid. I believe this will be the presentation for Central Africa. I'm ready. Please go ahead, Joël. Tu as la parole. Okay, thank you very much. I don't see the slide. I hope they are ready. Thank you very much for allowing me to present the activities for the Central Africa Sub-Regional Office. Nous allons parcourir très brièvement l'ensemble des principales réalisations en mettant l'accent sur nos 3 résultats stratégiques. Ensuite, nous présenterons l'appui de la CEA aux États membres de la sous-région Afrique centrale avant de relever les principaux défis rencontrés pendant l'année 2025. Avant d'entrer dans les résultats, rappelons que le cadre d'intervention du bureau comprend 8 pays, 3 communautés économiques régionales et nous travaillons également sur la base du consensus de Douala et le PDI pour l'Afrique centrale. Ce socle stratégique nous permet d'agir de manière ciblée et cohérente dans toute la sous-région Afrique centrale. Je ne sais pas si les slides sont visibles. On ne voit pas les slides. Collègues, peut-on dérouler la présentation? Très bien. On l'a OK, maintenant. merci beaucoup. Bien, nous passons au slide suivant. Merci, ça c'est le slide des résultats. Nous avons donc là nos résultats, nos domaines prioritaires pour l'année 2025. En 2025, nos interventions se sont articulées autour de 3 résultats prioritaires dont nous avons ici un aperçu. Le résultat 3 concernait les financements durables et la comptabilité du capital naturel. En bref, nous avons travaillé à Sao Tomé et Principe et entamé l'élaboration des comptes satellites du tourisme en renforçant la valorisation du capital bleu. Du capital bleu. Parallèlement, le Cameroun a été soutenu dans son plan national de comptabilité environnementale visant à intégrer les actifs naturels dans les politiques économiques. Et l'économie bleue a été davantage valorisée par des initiatives telles que le renforcement des connaissances sur la boîte à outils d'évaluation de l'économie bleue de la CEA. C'était en mars de cette année et également à la conférence de haut niveau sur l'économie bleue durable dans le golfe de Guinée les 9 et 10 juillet. Nous passons au résultat 2 qui concerne l'industrialisation. Nous essayons d'aller vite. L'industrialisation inclusive et les projets bancables. Et à cet effet, l'année 2025 a été marquée par des avancées dans l'industrialisation inclusive. Grâce à un appui technique ciblé, plusieurs États ont identifié des projets bancables dans les secteurs clés tels que l'agro-industrie, les engrais et les énergies renouvelables. Et dans le cadre de ce deuxième résultat, la République centrafricaine a été l'un des pays clés où la CEA, en collaboration avec le CNUSED, ont élaboré un projet conjoint intitulé Renforcement des capacités des pays africains vulnérables dans l'adoption d'initiatives et de politiques et instruments innovants pour la participation des PME aux chaînes de valeur régionales.
et les résultats sont probants. Donc, ces projets structurés pour attirer les investissements visent à renforcer les capacités productives locales tout en intégrant les PME dans les chaînes de valeur régionales. Et le tout aligné sur les priorités nationales et régionales en prenant en compte les jeunes et les thèmes transversaux tels que les droits humains, le genre et la durabilité environnementale. Le troisième résultat, c'est la diversification économique et les zones économiques spéciales des nouvelles générations. En 2025, nous avons lancé des études, continué des études de préfaisabilité qui ont été menées dans plusieurs pays, accompagnées d'un symposium régional tenu à Douala en janvier qui a permis de partager les bonnes pratiques et d'aligner les zones économiques spéciales sur les chaînes de valeur prioritaires. Ce troisième résultat positionne les zones économiques spéciales des nouvelles générations comme catalyseurs de transformation structurelle au service d'une Afrique centrale plus compétitive et connectée aux marchés régionaux et mondiaux. Nous pouvons passer directement au slide suivant qui nous montre qu'est-ce que nous avons réalisé dans les différents pays de la sous-région. Et nous allons terminer par là. On peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, ces slides montrent ce que nous avons fait en Guinée équatoriale, au Congo, au Tchad, en RCA, et avec un accent sur les suppléments verts à la ZLECAf. On peut continuer. Oui, au Gabon, le bureau a été récemment au Gabon pour appuyer et soutenir sur l'élaboration du nouveau plan national de croissance et de développement. Nous avons été également en RDC. On peut passer au slide suivant. Oui, ici c'est à Sao Tomé, tel que nous l'avons mentionné, avec les comptes satellites de tourisme. Et au Cameroun, le pays qui nous héberge, nous avons également eu des activités que nous avons mentionnées. On peut continuer. Bien, nous avons eu des publications et des événements au niveau régional. On a développé des policy briefs et des rapports pour enrichir la connaissance en général dans la région et la sous-région et au-delà. Nous passons au slide suivant. Il y a eu des défis dans notre travail que nous mentionnons ici, des budgets restreints. On a eu des contraintes budgétaires qui ne nous ont pas aidés à soutenir l'ensemble des pays, mais nous avons utilisé ce que nous avions de manière réfléchie pour avoir les résultats que nous attendions. Il y a également les élections en cours dans la plupart des pays qui ont limité notre déploiement, mais ça fait partie de notre écosystème, la démocratie, c'est bien. Et le troisième défi, la capacité de réponse limitée, qui s'aligne pratiquement avec le premier. Mais nous avons fourni des efforts pour répondre à des besoins prioritaires. Donc, on peut passer au slide suivant. Voilà essentiellement ce que nous avons vu. Les perspectives pour 2026, vous avez là les trois résultats sur lesquels nous allons travailler pour la prochaine période en 2026. Pas très différent de ce que nous avons fait dans le passé. Il s'agit de consolider les acquis. Dernier slide. Je vous remercie. Merci beaucoup. Thank you very much, Joel. Ok, good. Je crois que je laisse maintenant à Andrew les soucis, la tâche de coordonner pour l'Afrique de l'Est. Oui, à la fois, je vois qu'il y a quelqu'un veut
parler, Madame Felicidad Nizé, le directeur général de commerce de la Guinée équatoriale. On donne la parole parce que je pense qu'ils ont demandé la parole plusieurs fois. Oui, allons-y. Señora Felicidad, si quiere hablar. ¿Me escucha? Expedito, veo que la señora no está conectando. No sé si quiere seguir. Sí, buenas, vale, sigue. Buenas tardes a Buenas todos. tardes, ¿qué tal? Bonsoir. Bien, estoy bien. Déjame verificar porque como estaba escribiendo, en dos Pues ocasiones en este caso, entonces yo creo que es mejor que pasamos a la próxima presentación y habla al final, ¿de acuerdo? Porque no tenemos mucho tiempo que queda. De acuerdo, la notifico. Vale, muy bien, gracias. Okay, Jean-Luc, Emelang, I think we're going to continue with our presentation of our regional offices overview of the work that's been undertaken. This is part of our statutory requirements for these meetings, and so we welcome your attention and your comments at the end. Emelang, over to you, please. Thank you, Director. Karen, can you please project the presentation? In the meantime, I'd just like to say good afternoon, distinguished participants. I'll be presenting to you what the SRO Eastern Africa has worked on in 2025. As Karin's screen is loading, I would just like to share with you that this report, please put it in presentation mode, that this report is not simply an account of outputs. It reflects how our region has continued to reposition itself to respond to external shocks while advancing deeper economic integration and sustainable development. You can refer to the report, which you will get from the chat. We have it in both English and French. In terms of the mandate of the office, just as a reminder, our mandate remains clear: to promote regional integration through the operationalization of the AFCFTA, to support structural transformation and sustainable development of our member states, and to harness new opportunities in the blue economy and tourism sectors. And our work has also contributed and continues to contribute to the achievement of the SDGs. Regarding progress on the AFCFTA and trade, in 2025, we advanced took concrete steps to help member states to benefit from the AFCFTA. We supported the drafting and validation of national AFCFTA strategies in several countries, including Comoros, Seychelles, Somalia, and Tanzania. Alongside, we supported countries to draft national AFCFTA implementation guides, what we term step-by-step. In Comoros, for instance, noting that most Comorian diaspora contribution had been geared towards short-term projects, a 3-year project was launched to see how Comoros can be supported to leverage the diaspora contribution for longer-term infrastructural projects. We trained stakeholders on AFCFTA tools and developed studies assessing its impacts on structural transformation. In Rwanda, Uganda, and Comoros, we are exploring digital trade solutions to strengthen food security and agricultural value chains. Colleagues, the details of the snapshot that I'm giving you, you can find it in the report that will be in the chat. Along Lake Victoria, we helped establish cold chain systems, which are a critical investment for regional trade in perishable goods and food security. This consultation raised awareness on the strategic importance of cold chains in enhancing regional
trade and food security. It also highlighted investment opportunities for the private sector, particularly in refrigerated vessels and port infrastructure. Some policy gaps, of course, were identified and recommended. There were recommendations on harmonization of regulatory frameworks across the EAC partner states. This consultation also confirmed the need for multimodal connectivity, linking inland water transportation with rail and road networks. And it is at this point that I would like to invite my colleague Gracien to say a word on the project. Gracien, in 1 minute, please. Yes, thank you, Emerang. Good afternoon, distinguished ladies and gentlemen. Many of the countries we work with are located in the Great Lakes region, which is blessed with vast water bodies like lakes and rivers. And these waterways hold immense potential. And as you know, inland waterway transportation offers real economic advantages. It's cost effective, it requires less maintenance, and is ideal for bulk transport. It's also environmentally friendly with low carbon emission, reduced noise pollution, and minimal land use. Importantly, it strengthens intermodal transport by linking the port with rail and road network, as earlier mentioned by Emerang. The Economic Commission for Africa has been actively engaging with member state and regional organizations, special corridors, to unlock this potential, and our current support include, as earlier said, the assessment of cold chain integration along Lake Victoria, but also the development of the roadmap for inland waterway policy harmonization in Eastern Africa, which is actually currently the consultation are going on. We have concluded consultation with Tanzania and Uganda. We also are developing strategies, inland waterway strategy for the northern and the central corridors. And these transport corridors covers 9 countries: Burundi, DRC, Kenya, Malawi, Rwanda, South Sudan, Tanzania, Uganda, and Zambia. Together, all these efforts are laying the foundation for a more connected, sustainable, and economically vibrant region. So this is briefly what I can say. Thank you very much. Thank you, Gracien. We see that indeed these initiatives not only create jobs, but provide pathways to resilient and inclusive growth. What has been the progress in the blue economy? We supported Rwanda in domesticating the ECA developed Blue Economy Valuation Toolkit, just like in Central Africa from the report. This was within the framework of the EAC, the East African Community Blue Economic Strategy. This enabled policymakers to measure the sector's economic contribution with precision. Moving forward, similar assessments are planned in Burundi, in Djibouti, in Seychelles, and Tanzania. We believe that this will provide the region with the data that is needed to unlock the enormous potentials of the oceans, the lakes, the rivers for economic transformation. Now, what has been the progress in tourism? In tourism, this sector continues to be a powerful driver of growth in Eastern Africa. In 2025, we supported Kenya to draft a new national tourism strategy. A draft is available pending validation. We supported Rwanda to assess the economic impacts of tourism, and engagements are ongoing. A draft study is also available. Technical assistance was also extended to Seychelles on cruise tourism strategy development. And we engaged in regional dialogues to position tourism as a pillar of regional integration. By nurturing intra-African tourism, we also boost intra-African trade, which is a key objective of the AFCFTA. In terms of our knowledge products, among our publications in 2025,
We do have a list of our publications, as you can see them from the list there. I will not go deeper into them because you will get this presentation and you can always visit our website to get more information. We also deepened partnership with the think tanks in the region, from the Global Trade Analysis Project to the Economic Policy Research Network in Rwanda, to continental initiatives such as the Tourism Investment Forum for Africa, TIFA. Now, looking ahead to the end of the year, from today and until the end of the year, we plan to validate national strategies on tourism and trade, to conduct blue economy studies in more countries, to support national workshops on digital trade and food security, as well as to continue this capacity building to ensure that AFCFTA is not just a treaty on paper, but a lived reality for farmers, for traders, for investors, and citizens across Eastern Africa. In closing, ladies and gentlemen, this performance report demonstrates that while challenges remain, our region is steadily laying the foundations for a resilient, integrated, and prosperous Eastern Africa. This has been possible because of your engagement. Our member states, the RECs, the IGOs, that is Intergovernmental Organization, Regional Economic Communities, the UN family, the think tanks, development partners, civil society, and the private sector. Let us continue to work together to ensure that no one is left behind as we build a future of opportunity for all. Please find the presentation in the chat. Thank you. Merci beaucoup. Okay, thank you very much, Emelang. Jean-Luc, at this point, really, we should have a short discussion on the program, but I see time is very short, and actually the session is supposed to close in a couple of minutes. I think we might have a few minutes of leeway. I would certainly encourage people to make their comments in the chat column there. Mamadou, I believe, wishes to come in at this point as well. Yeah, I'm just, can you hear me? We can indeed, Mamadou. Okay, now just to indicate that, okay, if we have to move to the, sorry, I need to turn on my camera. If we have to move to the next session on the main key recommendations, so we have our PowerPoint ready to share. So just in case, just let me know. Okay, so Mamadou, stay online there. I was going to suggest to Jean-Luc actually that for the comments on the work programs of both offices, if people could enter their comments into the chat, that would be appreciated. I think it would be a good idea to talk about some of the recommendations because time is short and I think we may be cut out after a short period of grace period. Okay, so yeah, in my view, Jean-Luc, I think Mamadou should go ahead with his short presentation. Yeah, I agree with you, Andrew, in short. But if there is any pending issue a member state would like to say, maybe let's give a chance, maybe for 5 minutes. If there is any burning, a member state would like any burning issue the member state would like to share with us. Oui, tout à fait. Oui. Chers États membres d'IA Member State, s'il y a quelques commentaires, quelques questions brûlantes, 1-2 minutes avant qu'on passe à la présentation des recommandations. Et si vous avez d'autres commentaires, mettez-les dans le chat box, nous allons prendre note. Any comment, question by any member state? I don't see any. Maybe we go to... Il y a des mains qui sont levées là, monsieur le directeur, et j'ai donné la possibilité à certains de parler. Ok, on ne voit pas les mains levées. Pouvez-vous, Michel, Si, nous indiquer? j'ai donné la possibilité à ceux qui ont levé les mains de parler, de poser leurs questions. Oui, mais où sont les mains levées? Je ne les ai pas.
Bonjour, Oui, Madame Élisée, allez-y. bonjour, Président. C'est Madame Élisée Demani, la coordonnatrice du Salon des femmes entrepreneurs de l'Afrique centrale avec la CAC et le Haut Conseil des affaires. En fait, je voulais intervenir pour apporter quelques informations sur certaines actions qui se sont déroulées par la CAC il y a quelques semaines. Parce que à cette réunion de très, très haut niveau, je suis quand même un peu embêtée que le Haut Conseil des affaires de l'Afrique centrale ne soit pas officiellement invité. Et je représente aussi la commission féminine de ce Haut Conseil des affaires. Et le Haut Conseil des affaires a été officiellement reconnu par la CAC le 31 août. Et la CAC aussi a reconnu le réseau des femmes entrepreneurs, le réseau des associations des femmes entrepreneurs de l'Afrique centrale, créé en mars 2025 dans les locaux de la commission CAC à Libreville. Et le partenariat de reconnaissance de ce réseau de femmes entrepreneurs a été signé le 31 octobre par son Excellence président Verissimo en son temps. Donc, ce sont des organisations vraiment reconnues par l'institution de la CAC à l'échelle sous-régionale. Donc, il serait vraiment très important que pour des réunions comme celle-ci, que ces structures puissent être invitées. C'est l'information que je voulais vous donner. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Élisée. Nous prenons bonne note hein, et restez assurés que nous sommes très, très ouverts sur cette question et vous avez, vous et d'autres entrepreneurs féminins, entrepreneurs femmes de la sous-région avez toujours été associés à nos activités. Nous prenons bonne note et nous en ferons bon usage dans les prochaines activités. Merci beaucoup, Président. Merci. Okay, y a-t-il d'autres mains levées, Michel? Sinon, on passe à la phase de recommandation. Michel, toi qui sais le voir. Il y a une autre main levée, c'est Eric Junior. Eric Junior, Chocoté. Eric Junior, Chocoté. Merci, merci infiniment. Oh, pardon, Eric. Merci infiniment. Bonjour à tous. Je suis Eric Junior Tucoté, expert juriste des transports. Alors, j'ai énormément entendu parler de l'économie bleue, de tout ce qui a été fait aussi à côté avec les corridors. Et du coup, je me pose la question, dans la stratégie des Nations Unies et de toutes les serres qui concourent ou alors qui gravitent autour de l'événement présent, est-ce que l'on a pensé à la question de l'harmonisation et de l'uniformisation en matière de droit de transport? Si on ne prend que le maritime, nous avons pour l'Afrique centrale la CEAC, la CEMAC, l'OMAOC, l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, qui tous sont en train de mener des travaux, malheureusement, qui n'aboutissent pas toujours aux mêmes conclusions. Or, il faut bien un cadre juridique qui garantit la prévisibilité et bien évidemment qui devient un facteur d'attraction pour les investissements. Si on va dans le domaine des transports routiers, avec l'interconnexion rail-route et peut-être fleuve, nous avons là-bas une pluralité de textes, des textes nationaux, des textes internationaux, des textes régionaux, sous-régionaux. Acte uniforme OADA sur le transport routier et CMR, patati patata, vous permettez. Je me pose la question de savoir, est-ce que dans les politiques des Nations Unies, pendant que l'on travaille sur les questions économiques, on tient compte du facteur essentiel qu'est l'attraction de l'investissement et qui réside essentiellement en l'uniformité et l'harmonisation du système juridique, c'est-à-dire
la sécurité en matière judiciaire et juridique des potentiels investisseurs. Merci. Merci beaucoup, cher monsieur Chokotay. Je crois que nous allons prendre les autres questions et on va répondre en une fois, n'est-ce pas, Andrew? Is there any other hands up? Je pense, oui. Tout à fait. On a, from our region, we have Jean Bosco, I believe, was asking to speak. Jean Bosco? Non? S'il n'est pas Donc, prêt, cher Andrew, il y a Madame Felicidad Nguema de la Guinée équatoriale qui veut prendre la parole. ah, de acuerdo, sí. Muy bien. Bienvenido. Madame Felicidad. Señora Felicidad, si quiere. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, se escucha bien. Adelante, madam. Buenos días. Señora Felicidad, adelante. ¿Me pueden escuchar? Podemos escuchar muy bien. Felicidad, se le escucha. Soy la señora Felicidad C., la directora general de Comercio, Seguimiento de Acuerdos y Tratados de la República de Guinea Ecuatorial. He seguido bien la presentación anterior cuando identificaron las áreas que se pueden invertir para conseguir la mayor resiliencia económica. Pero ahora bien, al haber visto y escuchado estas áreas que necesitan ser invertidas para crear capacidades de producción para una economía resiliente, también sabemos que tanto ese estudio como otros disponibles ya en curso han presentado esta problemática o identificado áreas de inversión. El gran problema aquí es la financiación y todos lo sabemos. Veamos cómo la ECA y otros socios pueden apoyar financieramente proyectos concretos. ¿Por qué lo digo? Lo digo con experiencia. En mi país, Guinea Ecuatorial, tenemos proyectos escritos, pero que no pueden ser implementados por falta de recursos financieros. Eso deja a veces que la diversificación económica se quede en meras palabras porque se necesita acciones en el terreno para dicho fin. Esta es la cuestión que me gustaría que los compañeros que han presentado dicha premisa, por favor, puedan decirnos cómo pueden apoyar a Guinea Ecuatorial en cuestiones concretas para la obtención de recursos financieros para algunos de los proyectos que tenemos ya escritos y bancarizados. Muchas gracias. Mil gracias, señora Felicidad. Vamos a responder a las preguntas hacia el final ahora. Vamos a tomar 2 o 3 preguntas más y luego pasamos a responder, ¿de acuerdo? De acuerdo, de acuerdo. Sí, vale. Y a-t-il d'autres mains? Y a-t-il d'autres mains Oui, levées? il y a Monsieur Richard Macon qui veut prendre la parole. Oui. Monsieur Richard Macon, allez-y. Merci, c'est très gentil à vous. Je vous écoute avec beaucoup d'intérêt depuis ce matin. Je suis Richard Macon, je suis professeur de droit, je suis coordonnateur régional pour l'Afrique centrale et pour l'Afrique de l'Est de la Fondation de l'innovation pour la démocratie. La question qui me taraude, elle fait lien à la précédente question du précédent orateur. C'est le lien que vous établissez entre la situation politique des pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est dont nous discutons des perspectives depuis le matin, et le lien que vous faites entre la situation politique de ces pays et les performances économiques actuelles. L'analyse du risque politique que vous faites
et des conséquences que cette analyse, les conclusions que vous en tirez sur les perspectives économiques de ces différents pays. Le second questionnement est en rapport avec l'impact de l'investissement direct étranger dans la résilience dont nous discutons depuis le matin, sur l'impact aussi de cet investissement direct étranger avec le commerce régional. Parce que j'ai la faiblesse de penser que une analyse holistique, investissement international, commerce régional et politique de concurrence permettrait d'avoir une lecture peut-être plus globale des performances économiques et évidemment de la résilience que nous discutons depuis ce matin. Merci beaucoup pour votre gentille attention et félicitations pour la qualité du rendu qui témoigne du sérieux de la CEA. Merci beaucoup, professeur. Y a-t-il une autre main levée? We have somebody from East Africa, Oui, Jean Bosco, yeah, who's John been asking. John Bosco. Okay. Yeah, thank you very much, Andrew. I was muted. I was unable to speak. But just a quick reflection on the two presentations. One is on my good friend Emelang on the regional performance and the initiative around blue economy, tourism, and transport sector. So I was really thinking that it is very important and prudent if these good lessons can be replicated between the East Africa region and the ECAS region, so that we try to see how we harmonize both macroeconomic policies and other policies that would build a strong resilience. So I remember when we were in Yaoundé, we had formed a group, and it has not been mentioned, how our private sector from ECAS region, Central African region can work closely or develop synergies with the East African Business Council and other organizations. So that one has not been perhaps highlighted. My second question is on our good friend Elena, who presented on resilience. And I think she was very, very articulate and clear on the instruments that would enable our region to withstand shocks. And I quote a statement saying that building resilience is a process, is not a one-off event. So with that, I wanted again to hear what are the quick wins, especially from UNECA, what would be the quick wins, given that other instruments may take time, FDI, institutional building. So what are those quick wins for the region, again, to build strong shock absorbers from the external shocks? Finally, it has been on the regional value chain, and I didn't see really much details around what are those regional value chain apart from the coffee, tea, and other traditional value chain we know that both regions can embark on, so that we're able to use productivity as a tool for sustainable and inclusive growth. You all recall that our productivity, again, based on ERENA, our productivity index is very low. Both regions really have exhibited very low productivity. And there are factors to explain that. Of course, one is that our labor input is still very low, given the skill set. Our capital is insufficient. But again, also the productivity level, given the products we have, the product diversification is very low. So I was really thinking that we need to look into the other regional value chain in terms of product and services we could work on. Apart from tourism and the broad economy, we can both regions can leverage on to really enhance and promote a high level of productivity. So with that, I really want to thank UNECA team for the wonderful work you've continued to do for the both region. Thank you very much.
Thank you very much, Jean Bosco. Jean-Luc, I don't know if we want to leave the space for anybody else. Pas plus d'autres questions, sauf si Michel dit autrement. Dernier commentaire de Monsieur. I think Eric Jr. has his microphone on. Is there anyone who wants to... Sorry. Oui, nous avons Mani Rakiza qui demande la parole. Oui. Allez-y, monsieur Manirakiza, Diomède. Mani Rakiza, you can speak. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour, cher Manirakiza. Oui, bonjour. J'ai bien suivi les différentes présentations et échanges. Et j'ai constaté que pour booster le développement de l'Afrique, il faut se lancer beaucoup plus vers l'industrialisation. Mais le constat est que dans cette industrialisation, il y a une compétitivité même à l'intérieur de la sous-région ou bien de la région africaine. On produit les mêmes choses. Moi, je sais que dans ma suggestion, je suggérerais à ce qu'on regarde pour chaque pays, dans chaque région, on regarde dans chaque pays, qu'est-ce qu'il peut échanger avec les autres, qu'est-ce qu'il peut échanger avec les autres pays. Parce que si j'en prends la sous-région de l'Afrique de l'Est, vous allez trouver le jus de fruits en provenant du Rwanda, en provenant du Burundi. Donc, il n'y a pas de spécialisation pour chaque pays. Donc, on devrait voir pour chaque pays quel est le produit pour lequel il est plus compétitif par rapport aux autres pour éviter la concurrence inutile entre les sous-régions pour les mêmes produits. Mm-hmm. Et voilà. Voilà Merci pour cette question. ma contribution. En fait, je suis professeur d'université au Burundi. Merci beaucoup. C'est une bonne question, monsieur. Merci beaucoup, professeur. Je crois que Andrew, I will just give you 2 to 3 minutes to respond on your side, and I'll take 1 or 2 minutes too, and then we can move to the next segment. OK, so peut-être cette dernière question sur le secteur et le produit. Effectivement, il y a un petit défi pour la région parce qu'il y a beaucoup de pays qui exportent le même produit. Quand même, on voit que les diversifications d'exportation, on voit dans le commerce interrégional, plus que l'exportation, par exemple, de café ou le thé vers les marchés internationaux. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de produits intéressants dans la sous-région déjà. On voit des produits alimentaires, par exemple, mais pas le produit naturel, le produit finalisé. Donc, dans le cas de Rwanda, par exemple, ils ont fait une exportation avec les éclaves de café. Et on exporte beaucoup de café. Mais à la fois, dans ces cas, c'était le produit final dans le paquet. Et donc, toutes les valeurs ajoutées étaient pour le producteur. Donc, ils ont envoyé ces produits à Ghana sur la corde des éclaves. Et je pense que c'est un bon exemple d'ajouter des valeurs à le produit existant. Et donc, comme j'avais expliqué dans la présentation, c'est très important d'utiliser le marché régional pour ces produits de diversification. Et personnellement, je pense que c'est bon de laisser le marché trouver le produit. Plus que de faire des études, des recommandations tout le temps, je pense que le marché est capable de trouver l'opportunité là. Jean Bosco just asked about a particular recommendation from last year, which I think was very important. And I think, Jean-Luc, we didn't really follow up on it. And it was about establishing kind of a forum between the private sector federations of the 2 sub-regions. I think that would be a very good idea that we do actually follow up on that, because effectively, in economic terms, our 2 sub-regions do live a little bit back to back, don't they? There's not enough interconnectivity in terms of both trade links and investment links. So that's a very good suggestion. On
on your other questions, John Bosco, perhaps I could come back to you bilaterally, okay, just for the sake of time. And if you wish, Jean-Luc, I could answer le Señor Felicidad as she asked the question in Spanish. Sí. Pues, señora Felicidad, es una buena pregunta. Por mi lado, la Comisión Económica para África realmente no hace el trabajo de los bancos de inversión, o sea, como el Banco Africano de Desarrollo, por ejemplo. Yo creo que estas organizaciones son más equipados para identificar exactamente los proyectos que tengan un mayor valor añadido. Y entonces a la Comisión Económica somos capaces de hacer los estudios, somos también una organización intergubernamental como las reuniones de hoy, pero yo creo que hay que hablar realmente con los bancos de desarrollo regionales para este tipo de identificación de proyectos, porque estoy completamente de acuerdo. El problema que tenemos más es la falta de financiación. Pero yo me imagino que ustedes pueden hablar más con nuestros compañeros en Yaoundé si tenéis una pregunta directa por apoyo. ¿De acuerdo? Yo creo que eso sería la manera mejor de contestar a vuestra pregunta. Okay, Jean-Luc, over to you if you wish to make a few comments. Oui, merci beaucoup, Andrew. Pour la Guinée équatoriale, la question de financement et accompagnement des projets bancables, je veux dire qu'en Afrique centrale, nous menons des réflexions sur les partenariats qu'il faut pour accompagner nos pays à développer des projets bancables, mais aussi à forger des partenariats avec les institutions financières pour pouvoir les mettre en œuvre. Nous organisons déjà une conférence sur la question en fin du mois de novembre. Et les correspondances ont déjà été adressées au pays, où nous voulons recenser les projets bancables qu'il y a dans la sous-région et avoir une réunion avec toutes les institutions financières africaines qui sont dans la sous-région et essayer de créer ces ponts entre les États, promoteurs de projets et les institutions de financement. Et donc, la Guinée équatoriale a déjà reçu sa lettre d'invitation. Nous espérons qu'elle sera de la partie et on pourra résoudre un certain nombre de ces problèmes. Nous sommes très conscients de la réalité. Par rapport à la question de risque politique et l'impact sur nos travaux, nous sommes très sensibles à l'analyse de ces risques lorsque nous définissons nos programmes parce que en Afrique centrale, la situation politique nous a perturbés quelquefois dans la mise en œuvre de nos agendas en nous causant certains retards ou à ce que certaines interventions soient arrêtées. Et donc, toutes les activités que nous mettons en place aujourd'hui sont accompagnées par des réflexions sur l'économie politique de l'intervention, donc la situation politique de nos États. De la Centrafrique au Gabon, nous avons été affectés par cette situation-là et nous en prenons maintenant bonne note pour pouvoir calibrer nos interventions, tout en saluant l'approfondissement de la démocratie dans la sous-région, comme mon collègue Joël l'a dit dans sa présentation. Les liens entre nos secteurs privés en Afrique centrale et en Afrique de l'Est, je crois que c'est aussi l'opportunité de ces réunions conjointes, c'est de créer ces ponts-là, au-delà des chaînes de valeurs traditionnelles, au-delà des cafés, des thés. Nous, en Afrique centrale, nous avons fait un certain nombre de réflexions sur, par exemple, la chaîne de valeur de produits forestiers, dont le bois. Et nous sommes aussi en train de promouvoir certaines chaînes de valeur minières, comme les minerais de batterie en RDC. Et d'autres ici, c'est celles liées aux engrais au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire. Et nous pensons aller au-delà et embrasser la 4e révolution industrielle, donc des chaînes de valeur liées au numérique. Et donc, les réflexions vont au-delà du traditionnel. Et je crois que amener ces réflexions au niveau de nos hommes d'affaires, comme il a été souligné par Bosco, serait très, très intéressant. La question de Manirakisa, je crois que je ne dirais pas mieux que toi, Andrew, tu as bien répondu à cette question. Je crois que c'est toujours encourager nos États membres à garder contact avec nous, nous adresser les requêtes lorsqu'ils ont besoin de tout appui
tout en tenant compte des contraintes que nous avons, et je voudrais terminer par là. Les contraintes, on en a parlé ici, des contraintes financières, et donc encourager nos États à une participation locale à nos interventions, mais aussi à forger des partenariats pour la mobilisation des ressources locales pour accompagner les interventions de la CEA. Mais nous sommes disposés pour se contacter pour les accompagner. Voilà. Merci. Andrew. Jean-Luc, I think Emelang just wanted to come in, or have you changed your mind, Emelang? Was there something you wish to say? Please. Yes, please. And apologies for speaking after my superiors. There was a question about, No superiors in the UN. the blue economy and the legal framework governing our work. I just wanted to respond that there is indeed a legal framework around the blue economy work, but as this is a new area of focus for the office, there's a division for ocean affairs and law of the sea, which extensively work in this area. So for, those legal instruments and the normative framework, you can visit the division for ocean affairs and law of the sea. On the impact of FDI on regional trade, I just wanted to say, as the Office for Eastern Africa, we do have 2 more sessions tomorrow on, Adama, please mute. Tomorrow on regional trade, tomorrow on FDI, and on Friday on regional trade. And by this, I'm asking Simone and Honita to please reshare the registration link in the chat so that, I know it was extended, the invitation was extended to Eastern Africa so that, colleagues from Central Africa who want to join these sessions will equally register and do so. And I would just like to apologize to Jan Bosco on the business councils, that B2B experience, that we didn't mention it, but we note it. Then on Friday on regional value chains, Jan Bosco, hopefully you will join. You will hopefully have most of your concerns addressed during the trade session. Thank you. Monsieur le directeur, il y a le docteur Adama qui veut certainement contribuer au débat. Et il y a également dans le chat des gens qui ont laissé, je sais pas, des questions. C'est à vous de voir si on peut les lire ou pas. Merci. Très bien. Je crois que très rapidement, Adama, 1-2 minutes. Oui, merci beaucoup à collègues et participants. Mon intervention, c'est surtout sur la thématique qui émerge au niveau des capacités productives. Augmenter les capacités productives relève aussi en grande partie de la confiance des acteurs du secteur privé qui doivent aujourd'hui investir pour compléter les investissements publics. Et donc, cette problématique nous appelle à bien nous pencher sur la structure de notre tissu industriel. Nous avons affaire à des très, très petites entreprises, moyennes entreprises, même nos grosses entreprises ne font pas partie, je dirais, même les entreprises publiques ne font pas partie de la liste des 500 premières entreprises du monde. Même lorsqu'on vient à 100 premières entreprises, les 500 premières entreprises, aucune entreprise africaine n'est à ce niveau, pour ne pas dire aucune entreprise de l'Afrique centrale, parce que les entreprises, nos petites entreprises sont asphyxiées, nos moyennes entreprises sont encore asphyxiées. Il faut donc accorder ici une attention particulière à comment créer un environnement qui est propice à l'épanouissement de ces partenaires ou de ces acteurs qui doivent émerger. Donc, la question de ici, capacité productive, ou alors même mettre nos acteurs privés ensemble
je dis bien, même au niveau du continent, jusque-là, je peux dire que les entreprises n'existent même pas du tout pour le moment en Afrique. Il faut donc nous pencher, et ce serait peut-être une des thématiques demain, lorsqu'on va aborder la thématique, quelles sont les options de thème pour le futur, pour les prochaines CIE, la question de l'environnement des affaires, comment saisir vraiment et assainir cet environnement, comment passer à un agenda de réforme soutenu. Ça fait partie ici aussi de cette grande problématique de résilience. Merci. Merci beaucoup, Adama. Et je crois que toutes ces questions qui ont été posées et ces réflexions vont évidemment, comme tu l'as dit, alimenter les réflexions que nous pourrons avoir par rapport au thème et à l'investissement du CIE de l'année prochaine. J'ai vu qu'il y a une question de forfait Gabon dans les chatbox par rapport à nos investissements pour la promotion la comptabilisation du capital naturel dans le bassin du Congo. Je voudrais rassurer Madame de Fofé que nous continuons à travailler sur cette question-là, mais aussi la lier avec tout le problème de mobilisation de financements innovants, des financements verts pour accompagner nos politiques de diversification économique. Plus que d'actualité, toutes nos activités à l'Est comme en Afrique centrale ont toujours une volonté affirmée de mainstreaming gender dans nos activités. Donc, je voudrais rassurer la participante par rapport à cela. La sécurité juridique, je crois qu'on y a touché. Et uniformisation des droits. Merci beaucoup, Emerald, pour la réponse. Je crois que ce sont là les questions que nous avons dans le chat box. Et je voudrais donc appeler mon collègue Bal pour que nous puissions passer au partage de quelques recommandations que nous tirons de nos discussions et définir le way forward. Bal, Mamadou. Cher Bal, es-tu avec nous? Jean-Luc, I think we may need to be drawing the meeting to a close very quickly as well, because the translators have a fixed time, I think. Let me share the presentation. It will be a very short one. Mamadou, where are you? Yes, can you see? Please, be very short, eh? No, it's gonna be short. It's gonna be short. Yes. So can you see the presentation? You can indeed. Okay, so these are the main the recommendations, based on our discussions. Participants have clearly indicated that it's very important for both sub-regions to keep on focusing on shaping economies that can thrive in the face of uncertainty, generate opportunities for all, and contribute meaningfully to progress. So these recommendations are not exhaustive, but these are those that came up, frequently. So basically, it's really important to strengthen institutional capacity for structural and fiscal resilience. Also important in facilitating regional trade to buffer global shocks. Also important, to step up the pace of industrialization and value chain development, upgrading infrastructure and improving regional connectivity. Very important also to invest in human capital, but that is able to address issues of resilience. So it goes with improving productive capacities and trade. So the human capital for the future, actually. Also very important to have a regional approach for value chains and high potential clusters. Mainstreaming the green and blue economy approach for improving productive capacities and trade. Mamadou, sorry to interrupt, but your slides are not moving and they're not in presentation mode. So we can see nothing. So you must put it in presentation mode and change the slides. Oh, sorry. Okay. We missed some of that. I can see Jack Jones there asking about this.
hold on, I mean. You need to change it as well. Parameters d'affichage. Can you? Just do parameters d'affichage là. Changer. Okay, hold on a second. Right, that's better. Can you see it now? Yep. Okay, C'est bon, Val. Okay, oui. So as I said, mainstreaming blue economy and green economy approach for improving productive capacities and trade. Really keep on, I mean, fiscal consolidation in order to really to improve, I mean, domestic resources. I mean, the mobilization of domestic resources, and finally, but not the least, but the quality of spending, which is really important. And they need to allocate, I mean, the right spending to sectors that are having a bigger impact in terms of resilience. So these are the recommendations that we have captured, but we are taking into account all those interventions that came before we were able to pull up that presentation. So we hope that in the coming days you'll have the full report of the session, and which will enable you to add any other aspect that we might have omitted. Thank you very much. Merci beaucoup, cher Bal, pour ces recommandations ramassées de nos discussions. Je voudrais souligner, comme tu viens de le dire, que le rapport global de la session sera partagé dans les jours à venir, et donc les participants auront la possibilité de pouvoir réagir au rapport bien étoffé qui leur sera soumis à la fin de ces travaux. Ceci dit, je voudrais dire deux mots sur la proposition du thème, date et lieu du prochain CIE avec l'accord de mon collègue Andrew. Voici un autre point pour lequel nous allons demander l'indulgence du comité pour que nous puissions nous consulter avec les États pour savoir, avec les États pour savoir le pays qui voudra bien nous acquérir. Donc, nous ne voudrons pas lancer une discussion ici, sauf s'il y a un État qui estime qu'il peut accueillir en Afrique de l'Est ou en Afrique de l'Ouest la session. Sinon, vous pouvez faire confiance au secrétariat pour continuer les consultations par rapport aux questions du thème et du lieu du prochain CIE. Et si cela vous convient, nous allons donc passer à la phase de clôture de la réunion. Sauf si, Andrew, tu as quelque chose à ajouter là-dessus. Non, je pense qu'on doit avancer avec la clôture de la réunion, oui. Très bien. Pour la clôture des brèves allocutions, je crois que nous allons y aller par d'abord les bureaux de la CEE vont clôturer la réunion. Je vais demander à Andrew brièvement de clôturer la session. Oui, Jean-Luc, je pense qu'on doit inviter, s'il veut parler, sinon on va fermer la réunion nous deux. C'est ça ce que j'ai dit. Là, j'ai dit. Oh, tu viens de dire ça, d'accord. Okay, so on our part, Jean-Luc, I just want to thank all the participants for attending, the government officials, people from think tanks, civil society, private sector. This meeting is, as it's titled, an Intergovernmental Committee of Experts and Senior Officials meeting. And it's a statutory meeting that we must hold each year. It's very useful to hear from you. I think we were learning a little bit from the technology today about how to manage the session as well as possible to make sure the interventions were maximum. But we're very grateful for your interventions, and we will take note of that as we move forward for our planning for our support to our member states over the next year. So just to thank you all and remind those colleagues in Eastern Africa, I mean, from Central Africa, you're welcome to join and listen if you wish, but we will be talking about the aid cutbacks tomorrow and how that's impacting on regional finance. And then on Friday, we will be talking about how regional trade has been impacted as well by the global disruption to trade we've seen over the past 6 months.
So with that, thank you, Jean-Luc, to you and your colleagues as well. It's always a pleasure to intervene with everybody. And je vais te donner la dernière parole. Très bien. Merci beaucoup, cher Andrew. Je crois que tout a été dit. Merci à nos participants, ceux de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est, évidemment. Merci à nos collègues qui ont préparé tout ce travail. Et c'est une des rares fois où nous avons notre réunion statutaire virtuellement. Et donc, ça justifie quelques défis que nous pouvons avoir techniquement. Et nous en excusons. Nous espérons que ce processus d'apprentissage va continuer pour que nous puissions encore délivrer mieux sur cette réunion très importante. Je voudrais remercier les interprètes qui ont été fidèles et patients avec nous comme d'habitude et espérer qu'ils vont continuer avec nos amis de Kigali, avec lesquels nous serons pour les autres activités. Nous serons très, très heureux de nous joindre à vous. Merci pour cette riche discussion autour de nos programmes de travail, de très, très belles interventions. Nous avons pris bonne note et je peux vous rassurer au nom de la CEA, l'Afrique centrale comme de mon collègue de l'Afrique de l'Est. On n'a pas l'habitude d'avoir de contradictions là-dessus. Nous allons tenir compte de vos recommandations dans la préparation de nos activités pour l'année prochaine, mais aussi dans le processus pour ficeler nos interventions auprès de nos États. Je voudrais, pour conclure, dire merci à tous les acteurs non étatiques qui sont avec nous, parce que nos États, j'ai dit que nous sommes très heureux de leurs commentaires, mais la société civile, les professeurs, on en a entendu parler un bon nombre ici. Et donc, je voudrais souligner la nature ouverte de ces forums et que toutes ces propositions, la société civile, le secteur privé seront bien prises en compte. Et ceci dit, je vous remercie pour votre participation et comme je suis le dernier à intervenir, je peux donc déclarer nos assises closes pour cette jointe session du CIE. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Luc. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Nous prenons, if you can switch on all our cameras for a group photo, please. For those who can, of course. Thank you very much. Les gars, Yaoundé, allumez vos caméras. Voilà. Oui, c'est allumé, c'est allumé, Yaoundé. Et notre invité aussi. This doesn't look good. It's just us. It is indeed. Oh, we have Michelle, we have Zakaria, you have the director, we have Edem, we have Mamadou. No, I mean there are no participants. No, we're talking about participants. Effectively, Emilang is quite right. For a group photo, we would need the attendees in the photo as well. So that's the consequence of having online, but yeah, it went pretty well. Thank you. I think so. I think it's not. Thanks. Bye. Have a good lunchtime. Bye. Merci, collègue.